Franche-Comté qui a déployé l'outil. Donc ce webinaire va être enregistré. Les questions que vous allez poser après, je les prendrai en note. Et puis après, on essaiera de faire une sorte de foire aux questions en interne pour ceux qui n'avaient pas pu assister à ce webinaire. Donc ce webinaire va se disposé en deux parties. Donc, la première partie, le docteur Berjami va nous faire un petit rappel succinct sur l'outil. Et puis après, ça sera un temps d'échange, de partage. Chacun pourra poser ses questions et le docteur Berjami pourra répondre à chacun comme si c'était un cas concret. Voilà, donc pour les déroulés des questions, soit vous posez votre question sur le chat si vous ne voulez pas prendre la parole, soit vous levez la main et on donnera la parole à chacun à tour de rôle. Donc voilà, bienvenue à tous et puis je laisse la parole au docteur Berjami. Bon, bah, écoutez, bonjour. En tout cas, merci pour l'invitation et merci de m'avoir sollicité pour un petit peu échanger sur cet outil d'Amri, apporter, les éclairages, là où certains, en ont peut-être besoin. Mais éventuellement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était ainsi qu'on avait, imaginé l'échange aujourd'hui. C'est peut-être faire une présentation qui ressemble à celle des webinaires de lancement, hein. Donc certains auront déjà vu la présentation, mais c'était simplement pour contextualiser et puis un petit peu expliquer ce sur quoi on s'est appuyé pour proposer une évolution du DARI historique que vous connaissez tous. Alors, donc là, je partage mon écran. Hop. Donc c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez mon écran du coup ou pas Oui, encore? Ah super. Bon bah oui, on alors voit votre donc, écran. Oui, très bien. OK. Et ben ça roule. Donc je passe en mode diaporama. Voilà. Heu, donc voilà, donc simplement, le contexte national qu'on connaît tous, hein, d'ailleurs cette démarche, d'auto-évaluation et de maîtrise de risques infectieux, elle est la résultante de textes réglementaires. Le premier étant la circulaire du 15 mars 2012 qui invite en fait les EHPAD, MAS et femmes à s'auto-évaluer sur la maîtrise du risque infectieux, à élaborer un plan d'action, et à le mettre en œuvre en s'appuyant sur un outil, un questionnaire qui était élaboré par le greffe à l'époque. C'était un outil Excel. Heu, Force était de constater que finalement ce questionnaire destiné aux EHPAD, n'était pas tout à fait adapté au secteur du handicap, ce qui a amené donc une évolution de ce fichier Excel en décembre 2012, pour le secteur du handicap, les MACEFAB. Donc cette démarche, risque infectieux, elle est prorogée, elle est, pérennisée par le PROPIAS en 2015 et puis l'instruction de juin 2016 vient l'étendre à d'autres types, d'établissements dans le secteur du handicap et en particulier les IEM et les EPEAP. Donc, dans ce contexte-là, au bout de 10 ans d'utilisation de l'outil du greffe, finalement, pourquoi réfléchir à un autre outil? C'est que d'abord la demande, elle était exprimée par les EMS eux-mêmes, mais aussi par les IDE, hygiénistes, les EMH et même nous, CEPIAS, donc en région. Moi, j'accompagnais, l'ensemble des établissements, de l'ex-Franche-Comté et effectivement, au bout de 10 ans, un rajeunissement et peut-être, un peu plus qu'un dépoussiérage était mérité pour cet outil d'ARI. Donc l'initiative à l'époque, on l'avait portée, avec Graziella Guerre et moi-même pour proposer cet outil de deuxième génération. On a invité autour de la table pour rejoindre le groupe de travail d'autres CEPIAS et d'autres EMH et puis bien évidemment, y étaient intégrés tous les prérequis, du PREPIAS qui pérennisait cette démarche-là. Donc l'objectif pour nous, c'était quand même c'était aussi, de proposer un outil unique, qu'on n'ait pas multiples outils, quoi, qu'on soit du secteur du handicap ou du secteur de la personne âgée, qu'on utilise la même chose, que l'outil puisse être ergonomique et surtout évolutif. On a bien vu qu'au bout de 10 ans, il y avait la limite du fichier Excel où, pour le coup, des recos ayant été modifiés, la réglementation ayant été modifiée,
un fichier Excel était relativement figé et donc c'était un peu limitatif. Et puis, donc dématérialiser, c'est vraiment le graal de l'outil et puis aussi un petit peu aller jusqu'au point de pouvoir proposer de manière automatisée, standardisée, un plan d'action d'amélioration pour les établissements. Parce qu'avec le fichier du greffe, le fichier Excel, on faisait son auto-évaluation et fallait à côté écrire son plan d'action d'amélioration. Donc nous, en région, il y avait cette organisation parce qu'il y avait un gériatre au CEPIAS qui les accompagnait et qui élaborait avec eux le plan d'action d'amélioration en le hiérarchisant. Mais bon, après, voilà, c'était une organisation sur un territoire. Voilà, donc là, on s'est dit, bah, c'est bien si c'est l'outil qui propose quand même tout ça. Bon, par tous les EMS, secteur du handicap ou aux personnes âgées, ça, je l'ai déjà dit. Donc la méthode, bah, ma foi, on s'est tous réunis autour de la table, hein, donc vous voyez un petit peu le groupe du travail, hein, donc il y avait, le CEPIAS ARA évidemment dans le groupe de travail. On a été aussi accompagnés par un réseau qualité en Franche-Comté, donc parce que ce qu'on a souhaité intégrer, en tout cas en ex-Franche-Comté, ce que moi j'avais remarqué en accompagnant les établissements, c'est que la partie cartographie des risques infectieux n'était quasiment peu ou voire pas faite, hein, donc voilà. Donc l'idée, c'était quand même de rentrer aussi dans cet outil, ce volet cartographie du risque avec, voilà, cette personnalisation, vraiment très fine du risque infectieux par rapport à l'établissement et pour ce faire, ben, on a sollicité le RECA médico-social de notre région pour nous appuyer sur la méthode. Donc on s'est réunis, ça je vous le passe, évidemment en présentiel avant 2020 et puis après 2020, c'était en visio. Alors les ambitions du projet, c'est bah, la première, c'est effectivement avec cette cartographie, c'est de pouvoir vraiment continuer cette acculturation de l'évaluation, des pratiques et de l'évaluation du risque, voilà, dans une démarche, continue de la qualité. De manière à avoir une cartographie des risques infectieux, ce qui fait on a vraiment quelque chose, une carte d'identité archi-personnelle pour chaque établissement par rapport à son risque infectieux. Il le cartographie et il s'auto-évalue sur les moyens, qu'il a mis en œuvre et ensuite il attaque son plan d'action d'amélioration. Donc qui est proposé de manière automatisée par l'outil. Et puis un petit peu la cerise sur le gâteau, donc on a proposé, un audit système qui ne va pas du tout rentrer dans la cotation, voilà, dans nos résultats, mais qui est, que l'établissement, soit celui qui est très avancé, soit celui qui a aussi envie de rentrer dans la démarche par le biais de l'audit. Bon, c'est pas forcément, mais c'est surtout ceux qui sont bien avancés dans la démarche et qui veulent aller justement auditer, sur le terrain ce qu'ils ont mis en place. Ça reste toujours, hein, de toute manière, comme dans la dernière démarche, hein, le DARI, on est dans une analyse collective pluriprofessionnelle et puis qui est un petit peu transversale sur tout le parcours du résident. Alors le résultat, bah, on a élaboré un outil qui est composé de 8 chapitres, donc un de plus que par rapport au DARI classique. Donc on a un chapitre 1 avec 2, avec, finalement 2 méthodos, de questionnaires un petit peu différentes. Le chapitre 1 qui ressemble beaucoup au DARI 1. On est sur une évaluation binaire, c'est oui, non. On a, on n'a pas, hein. On a 84 critères sur lesquels on va être interrogé et sur lesquels on va dire: «Bah, vous avez ça ou vous ne l'avez pas». Par contre, les chapitres 2 à 8, c'est là où on rentre dans le pragmatique, dans le pratico-pratique, hein, puisque du coup, le chapitre 1, c'est plutôt le volet régalien, de l'évaluation du risque infectieux dans un établissement, hein. C'est vraiment l'organisation, le management, les moyens mis en œuvre par un établissement de manière structurelle, de manière le pilotage du risque infectieux, alors que 2 à 8, c'est vraiment pragmatique, hein. C'est le chapitre soins, le chapitre environnement, le chapitre restauration, linge, entretien des locaux, etc. Donc ces chapitres-là, du coup, c'est dans ceux-là où on va cartographier son risque. On va quand même mesurer de quelle manière il est fréquent, de quelle manière il est grave, et puis de quelle manière est-ce qu'on a mis en face des moyens de maîtrise. Donc ce qui va nous permettre dans ces 7 chapitres finalement, d'élaborer sa cartographie et
de manière automatisée, le résultat va nous alerter, va nous dire quel est le niveau de criticité. On va rentrer en détail, hein. Quand je serai dans l'outil, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est vraiment la théorie, mais vous verrez. Donc, quand on partagera l'écran avec l'outil d'Amri, c'est beaucoup plus facile, hein. Ça semble un peu complexe comme ça, mais finalement, c'est pas, ça ne l'est pas tant que ça. Ça permet simplement à l'établissement de connaître la criticité par rapport à un risque infectieux en particulier dans son établissement. Voilà. Donc, le chapitre 1, comme je vous ai dit, c'est le régalien, l'organisation. Donc, en fait, la subtilité, mais je pense que vous en êtes tous aperçus, c'est qu'il faut d'abord faire le chapitre 1 et ensuite passer aux autres. Il n'y a que celui-là qu'on est obligé de faire en premier parce que c'est vraiment la base, hein, on pose les plans de notre maison au risque infectieux et ensuite de 2 à 8, en fait, ils sont vraiment indépendants les uns des autres. On peut très bien, une fois qu'on a fait le chapitre 1, on n'est pas forcément obligé de commencer par le 2. On peut se dire, bah tiens, moi, c'est plutôt l'entretien des locaux que j'ai envie de travailler vraiment de manière urgente. C'est plutôt le 8, la gestion d'épidémie que je veux faire de manière urgente. Donc, on peut voyager d'un chapitre à l'autre, pardon, sans aucune contrainte de la part de l'outil. Donc le chapitre 1, voilà, chaque chapitre est composé de plusieurs thématiques. En particulier, le chapitre 1, il y a 8 thématiques et il y a 84 critères, c'est-à-dire 84 questions sur lesquelles on va s'interroger. Les thématiques, c'est les thématiques un petit peu, je vous dis régaliennes, hein, c'est les ressources humaines, c'est les incontournables de la PMRI, dont les précautions standards en particulier, mais c'est vraiment la base, le b.a.-ba, le moyen et les matériels mis à disposition, le système de surveillance et l'organisation de signalement, les formations, les indicateurs, le risque infectieux à la vaccination et la prévention de l'antibiorésistance. Voilà. Donc, et ça constitue 84 questions auxquelles on va répondre oui, non, oui, non. Donc, c'est relativement simple. C'est pas très dépaysant finalement par rapport au DARI historique. Donc, voici un exemple en fait, de résultat. Une fois qu'on a tout fini, voilà, on a notre résultat. Donc, d'un premier coup d'œil, on voit on a des couleurs et des chiffres. Initialement, on avait pensé cacher les chiffres en disant on va travailler que sur des couleurs. Et puis finalement, on s'est aperçu que la plus-value, c'est quand même d'avoir les deux et ça permet. Parce que finalement, les couleurs, on a des tranches, hein. On est rouge entre 0,25, de 25 à 50, on est orange, de 50 à 75, on est en jaune, et puis de 75 à 100, on est en vert. Donc voilà, donc là, on voit que pour ce chapitre 1, cet établissement-là, c'est des exemples totalement fictifs, hein. Donc on est en jaune pour le chapitre 1, donc on a des choses à travailler. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les résultats par thématique. Donc on peut voir tout de suite, là, on est pas bon. Par exemple, là, on n'est pas bon pour le signalement, on n'est pas bon en termes de ressources humaines, etc. Donc on voit tout de suite ce sur quoi on va devoir travailler. Donc, le chapitre 2, donc en exemple, le chapitre 2, mais ils sont tous construits de la même manière. Donc, par exemple, le chapitre 2, on a pareil 8 thématiques, mais on a un peu plus de questions, hein, c'est plus touffu. Donc, on a 122 critères, 122 questions, donc qui vont balayer tout type d'infection lors des soins, hein, l'infection urinaire, cutanée, les abords veineux, les injections, les soins respiratoires, les soins digestifs, les dispositifs médicaux, et puis la vaccination des résidents et professionnels. Donc là, le chapitre 2, en fait, on va d'abord coter la fréquence et la gravité du risque. Ensuite, on aura le déroulé de nos questions. Vous allez le voir vraiment plus clairement quand je vais vous montrer sur l'outil. Et donc là, on va faire une règle. En fait, c'est un calcul. On va multiplier la fréquence, la gravité et le niveau de maîtrise en fonction de la cotation qui est affectée à chaque fréquence, chaque gravité. Et le niveau de maîtrise, il est calculé automatiquement par l'outil qui lui-même calcule automatiquement cette règle de fréquence fois gravité fois niveau de maîtrise et qui va nous donner un résultat qui va être soit en rouge, en orange ou en vert. C'est-à-dire, c'est le niveau d'acceptabilité du risque. Soit le risque est tout à fait acceptable, soit il est moyennement acceptable, soit il n'est pas acceptable du tout. Et il fera aussi apparaître dans le résultat notre niveau de maîtrise. Parce que
c'est là-dessus que nous, on va pouvoir travailler. Professionnels de l'hygiène, c'est là-dessus. L'établissement, c'est là-dessus qu'il va pouvoir travailler. Donc, en fait, ça donne un résultat comme ceci, c'est-à-dire on a un double résultat. On a le résultat de la criticité avec simplement la couleur, on peut être que vert, orange ou rouge, et puis le niveau de maîtrise. Donc là, typiquement, et c'est la même chose, pardon, et c'est exactement la même chose pour les thématiques. Voilà, par exemple, pour l'infection urinaire, bah, finalement, on a le même niveau. On est en orange et notre niveau de maîtrise, il est aussi en orange. On n'est pas super clean. Ça veut dire qu'il faudra vraiment aller travailler. L'autre exemple, c'est par exemple les abords veineux. Donc, on a un niveau de maîtrise qui, somme toute, est pas mauvais. On se dit, bah ouais, c'est bien, je suis à pratiquement 80%, mais pour autant, mon risque, il est quand même en orange. Ce qui veut dire, j'ai vraiment cette vision binoculaire sur mon risque et que celui-ci, même si je suis bon au niveau de maîtrise, il faudra d'ailleurs que je continue à m'améliorer parce que peut-être que ça rendra un peu mieux acceptable le niveau de mon risque pour les abords veineux et sous-cutanés. Et quand bien même j'aurais été à 100% ici, ça veut dire que moi, ce risque-là, il est pas, je dis pas, bon, bah voilà, on passe à autre chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Si, justement, je serai quand même sur un risque qui est moyennement acceptable, ce qui veut dire qu'il faut toujours que je sois archi vigilant sur les moyens de maîtrise que je mets et que je dois essayer d'être un petit peu au mieux. Au-dessus, c'est un petit peu l'inverse. Finalement, la criticité des infections cutanées ou muqueuses, bon, bah, je suis en vert. C'est un risque qui est totalement acceptable. Pour autant, je suis en jaune sur le niveau de maîtrise, donc je dois un petit peu m'améliorer. Mais si, par exemple, je suis contraint dans le temps et que je dois hiérarchiser, il faudra probablement que je hiérarchise plus un niveau de criticité qui est moyen qu'un niveau de criticité qui est vert, qui est acceptable. Si le risque n'est pas très important, il faudra que j'améliore mon niveau de maîtrise ici. Mais le plus important, c'est surtout que j'optimise les risques, parce que le risque infectieux, c'est un risque immédiat. C'est le risque immédiat pour le résident ou pour le patient. Donc, du coup, c'est ça. Vous voyez un petit peu la gymnastique que l'on peut avoir avec cet outil, qui, moi, à mon sens, il est vraiment... c'est véritablement un outil de pilotage, quoi. C'est vraiment, voilà, avec cette résultante un petit peu binoculaire, criticité, niveau de maîtrise, ça veut dire on met nos billes là où il faut, on développe notre énergie là où il faut pour minimiser le plus possible à la fois les risques critiques, les risques infectieux critiques, et puis d'en diminuer l'impact forcément, hein, parce qu'à la clé, c'est l'hospitalisation, la perte d'autonomie ou autre, hein, au pire encore. Donc voilà, donc c'est vraiment archi guidant pour la démarche PMRI. Donc voilà, donc on pense en tout cas avec cet outil qu'on propose un outil qui est plutôt sympa parce qu'on est sur une démarche globale qui va permettre de cartographier parce que cette cartographie, en fait, à l'origine, elle est quand même demandée dès la circulaire de 2012. Et du coup, alors, il y a des établissements qui l'ont mis en place, qui disposent d'outils ou qui sont adossés à des établissements de santé, mais les EHPAD esselés ou le secteur du handicap, j'en ai franchement quasiment pas vu, très peu vu pour ne pas dire quasiment pas vu, quoi. Donc, on a un résultat aussi qualitatif parce que visuellement, le rouge, le vert, le jaune, ça nous cause. Il y a les chiffres aussi, hein, mais on pense, hein, alors peut-être qu'on se trompe, c'est peut-être l'avenir qui le dira, mais personnellement, je pense que quand on est sur des couleurs, il y a aussi un effet visuel qui peut peut-être jouer autant que les chiffres, si ce n'est pas mieux que les chiffres. Parce que le DARI, on avait quand même l'impression que c'était plus la course à la performance. Et voilà, il fallait absolument améliorer son pourcentage. Donc voilà. Il permet d'hiérarchiser, de planifier ses actions d'amélioration. Donc ça, je vais vous montrer sur l'outil de quelle manière il vous aide à hiérarchiser. Et puis, c'est aussi un outil de communication, hein, parce que du coup, quand vous avez vos résultats, ce que je vous ai montré, ou même quand on exporte sa doc, son chapitre, les résultats de son chapitre, c'est vraiment un... Et puis, il y aura d'autres choses, hein, l'outil va évoluer, il y aura d'autres choses encore plus sympas par rapport à l'évolution de nos résultats. Donc, en tout cas, ce qu'on télécharge, c'est l'outil de communication. Alors, c'est une démarche qui est articulée avec celle de l'évaluation HAS. Hein. Donc, l'outil avait d'ailleurs été présenté en janvier 2022
à l'HAS qui avait plutôt apprécié cette démarche d'associer la cartographie et l'auto-évaluation. Ça permet l'autonomie de l'établissement parce que finalement, je sais que nous, en région, c'était moi qui élaborais les fiches de synthèse pour les établissements que j'accompagnais. Là, en fait, l'établissement, il peut télécharger son plan d'action d'amélioration, c'est l'outil qu'il fait, donc du coup, c'est super bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il est adapté à la singularité de chaque EMS, hein, parce qu'on a un large panel. Donc, il y a déjà tous ceux qui sont visés par la réglementation, mais il y en a d'autres qui peuvent parfaitement le faire. À partir du moment où il y a des soins, il peut y avoir des risques infectieux associés aux soins, ils peuvent le faire. Donc, il y a une cartographie des établissements, de la typologie. Il y a une liste, une checklist de la typologie d'établissements qui peuvent l'utiliser, qui peut être sympa. Donc, voilà, même si on est un accueil de jour médicalisé, on peut parfaitement essayer de faire son DAMRI. Et puis, c'est un outil sécurisé. Je pense que bon nombre d'entre vous ont testé, parce que c'est vrai que s'il y a la moindre petite erreur ou incohérence entre le juridique, le géographique, les mails du directeur, bah, du coup, on ne peut pas s'inscrire. Donc, c'est vraiment… Et puis, l'accès, il est sécurisé parce qu'ils font un identifiant, un mot de passe, et le directeur qui inscrit son établissement, c'est lui qui va créer les utilisateurs et c'est lui qui va leur donner le niveau d'utilisation de l'outil. Bon, le rétroplanning n'a plus lieu d'être, du coup, j'aurais dû l'enlever cette diapositive puisque la totalité de l'outil est à votre disposition. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et qu'après, tout mon temps est consacré à vos questions. Ah, il n'y a pas le micro. Oui, je l'avais coupé. Ah voilà. Oui, donc merci pour cette présentation. Avant d'attaquer les questions par oral, on a déjà une première question dans le chat, donc je vais vous la poser. Donc c'est le MH d'Aurillac. Bonjour, quelle est la fréquence recommandée pour remplir le DAMRI avec les établissements médico-sociaux? Le DAMRI peut-il être demandé par des experts lors de la certification? Oui, alors, je réponds peut-être à la plus simple, la dernière. Donc oui, parce que dans la certification OMS, il est demandé toujours le document d'analyse de risque infectieux, qui maintenant c'est le DAMRI. Et puis, il y a quand même 3 critères, 3 thèmes sur le risque infectieux dans le référentiel de la certification, qui sont tellement larges qu'ils pourraient éventuellement rentrer dans le chapitre 1. Alors, je pense que ce qui peut être demandé par les experts visiteurs, c'est le chapitre 1. C'est celui-ci que vous allez pouvoir valoriser dans la démarche certification HAS. Et effectivement, c'était vraiment ce qui avait été, en tout cas, discuté et vu, puisque l'outil, avant même d'avoir ce niveau de maturité, il avait été présenté à la HAS en janvier 2022. Et donc, du coup, c'est votre chapitre 1 qui va vous servir de base, finalement, pour répondre aux 3 questions du référentiel. Quant au rythme, alors le rythme, un rythme d'une démarche, il est forcément fixé par voie réglementaire. C'est le législateur qui va le dire. Donc, je n'ai pas la notion d'un rythme, en tout cas très, très précis. C'est pas à faire tous les ans, c'est pas à faire tous les 6 mois, c'est pas à faire… Alors après, moi, mon avis personnel qui n'engage peut-être que moi, parce que faut quand même pas oublier, le chapitre 1, c'est 84 questions. Mais ceux qui veulent faire finalement le DAMRI dans sa totalité, on est à 500 critères moins 1. Et puis peut-être qu'il y en aura 1 ou 2 qui seront rajoutés au fur et à mesure. Donc, il y a près de 500 critères. Donc, c'est impossible, si vous voulez, de dire on va faire tout l'outil, voilà, tous les ans ou autres. Ça ne rime à rien parce que la philosophie de l'outil n'est plus comme celle du DARI. Le DARI, il fallait le faire en un jour donné. C'était un jour, on se colle au fichier du greffe et on fait tout l'outil. Là, c'est pas du tout ça. Le chapitre 1, oui,
mais les autres chapitres, c'est vraiment au fur et à mesure, bah, c'est vraiment personnalisé par rapport à l'établissement. Il peut y avoir des chapitres pour lesquels on n'est même pas concerné, donc on n'aura pas à les faire. Moi, personnellement, je pense que le rythme qui colle au rythme des certifications me paraît logique, qui est peut-être celui de tous les 5 ans. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment de rythme défini, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça ré tout à fait. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, bah, des autres? Vous pouvez poser vos questions. Soit Ouais. vous levez la main, soit vous allumez vos caméras, vous parlez. C'est vraiment un temps d'échange, hein. C'était vraiment un temps d'échange de questions-réponses, de cas concrets, de questions bien spécifiques, Et pour ceux qui sont, voilà, parce qu'on peut faire de 2 manières. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, les questions sont aidantes. Après, la présentation théorique, elle est peut-être pas tout à fait complète. J'ai envie de dire, je vous pose moi la question, heu, est-ce que l'outil, tout le monde, s'est vraiment bien familiarisé ou est-ce qu'il y a besoin de partager l'écran sur finalement l'outil lui-même, l'outil d'Amri, Heu, pour du coup, éventuellement réexpliquer les deux trois petites choses que j'ai présentées sur le diaporama. Vous me dites aussi, hein, c'est je per je pense qu'une petite présentation peut-être de l'outil d'Amri serait, oui, c'est ce que j'allais faire si j'allais ouais, penser. ouais. Donc, bon, on a déjà des personnes qui nous disent que la première présentation a été très, très claire. Très clair, voilà. Voilà. On a Et une c demande de présentation de l'outil aussi, Ouais, donc ça ouais, serait de je pense permettre de visualiser visualiser. l'outil pour ceux qui l'ont Exactement, jamais vu ou qui ont pas tous voilà. les accès. Ça peut permettre d'aider, et de se projeter. Exactement. Est-ce que mon écran est toujours partagé ou pas? Ça par contre, je sais pas trop. Oui, tout à Ah, fait. il est toujours partagé. Oui. OK. Donc là, vous voyez, ça, c'est la présentation. C'est l'outil, je pense que tout le monde, le connaît. Donc soit alors, volontairement, j'étais déconnectée. Donc, heu, après l'inscription, c'est vrai qu'elle relève du directeur. Donc mais vous pouvez très bien, probablement, vous, être amené à accompagner le directeur pour s'inscrire. Donc en fait, soit on va cliquer sur le volet s'inscrire est là pour le coup, donc on va inscrire et que ce que je vous disais, hein, la liste de la typologie d'établissement, elle est là. On est un EHPAD, on est un EPEAP, on est un IEM, on est secteur du handicap en accueil de jour, avec hébergement, soins à domicile, voilà. Donc il va sélectionner son et puis il va mettre son nom d'établissement, public, privé, code finesse juridique, code finesse géographique, l'adresse, le mail. Donc et puis le nom du directeur et surtout son adresse mail parce que c'est sur celle-ci que partira parce qu'une fois qu'il aura tout validé, tout fini, il va valider ici, il va recevoir un mail de confirmation, de demande de confirmation de son inscription. Donc c'est sur cette adresse mail-là que arrivera le mail, donc il cliquera sur valider et après il peut partir. Donc une fois qu'il est inscrit, bah, il viendra ici se connecter. Donc là, je me connecte, hein. Donc une fois qu'il est inscrit, qu'il est connecté, il peut revenir sur son compte s'il y a une modification à faire et il peut surtout créer des utilisateurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là où vous, EMH, vous allez pouvoir être créé comme utilisateur du Damri par votre, directeur, par le directeur des établissements que vous accompagnez. Donc il viendra là, il rajoutera un petit bonhomme et puis voilà, il mettra avec votre adresse mail, donc vous pourrez après vous, connecter sur l'outil et puis auto-évaluer. Alors, heu, par exemple,
Ah zut, on peut plus. Alors je vais, faire sorte que je vais créer quelqu'un. Donc voilà, donc je vais créer quelqu'un, en plus, un nouveau utilisateur. Je vais mettre son nom, son prénom, son adresse mail et je vais lui attribuer des niveaux d'utilisation. Parce que dans l'outil, il y a différents niveaux. Il y a le niveau administrateur, donc celui-là, c'est le directeur. Il peut éventuellement identifier quelqu'un d'autre dans l'établissement, heu qui peut avoir cette mission-là, en fait. Administrateur, il peut tout faire. Il peut lire, il peut écrire, il peut valider et il peut créer des utilisateurs parce que l'administrateur, c'est surtout ça. Il va pouvoir en créer, en éliminer. Donc c'est ça. Alors je lis, il y a des questions. Oui, il y a des Je questions, mais est-ce je que voulais vous laisser finir votre ah bah, d'accord alors présentation sur les et vous les utilisateurs, comme notez? ça. D'accord, Voilà, je voilà. les note, oui. OK. Donc vous, à minima EMH, ça me paraît logique d'avoir de toute manière la lecture, évidemment et probablement l'écriture aussi parce que si jamais, vous faites quelque chose en distanciel, vous travaillez avec l'EHPAD, X ou Y, voilà. La validation, c'est autre chose. Elle est un peu en lien avec la question qui était posée tout à l'heure en disant: «À quel rythme on doit le faire?» Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Si dans 5 ans, finalement, un établissement, il a répondu à tout, il a fait tous les chapitres ou que finalement, peut-être qu'on va, que l'établissement va changer d'orientation ou que l'établissement va déménager ou autre, on va valider cette première démarche d'AMRI qui va figer dans le marbre tout ce qu'on a auto-évalué, à la date de la validation. Donc voilà, je ne sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et que du coup, on refera un autre DAMRI pour cet établissement-là. Donc la validation, bon voilà, vaut mieux que ce soit le directeur ou le médecin co ou mais ça, c'est les organisations personnelles, hein, on laisse quand même le libre choix. Et puis l'administrateur, c'est ce que je vous ai dit, c'est celui qui peut créer des utilisateurs, heu, qui peut donner les droits et créer les utilisateurs. Alors, l'auto-évaluation. Donc le chapitre 1, je vous l'ai expliqué. Donc vous avez vu, hein, on a nos résultats. Donc ici, quand vous êtes là, soit vous avez déjà renseigné, soit si vous n'avez pas renseigné, c'est un rond, qui vous dit, bah, soit il est tout grisé, soit le petit bleu, bah, il se remplit progressivement au fur et à mesure et on n'aura ça que lorsqu'on aura fini toutes les questions. Donc les questions, voilà, c'est mes réponses, ça vous les avez. Donc voilà, donc là j'étais sur un SIAD par exemple, donc je peux avoir du non concerné. Alors si, un petit point archi important, c'est qu'ici, heu, en fonction de l'établissement, vous voyez, j'étais sur un EHPAD. Donc en fonction de si je suis EHPAD ou EHPAD, je ne vais pas avoir le même questionnaire. Vous voyez, là, je suis passée sur EHPAD et bah, donc là, oui, bon, il a pas mis à jour, hein, mais peu importe. Donc en tout cas, j'aurai mes questions. Pour beaucoup, c'est du oui/non. Parfois, je peux avoir du non concerné parce que je suis un établissement qui, possiblement, je peux ne pas être concerné par la question. En fait, oui, il faut se déconnecter et se reconnecter pour que ça marche. Donc là, j'ai mes questions. Ici en bas, bah, j'ai 2 solutions, soit passer à la thématique suivante, soit je peux déjà exporter ce questionnaire-là, mes réponses-là. Donc je l'exporte au format PDF ou bien je peux aller voir mes résultats. Donc ça pareil, je peux exporter tout en bas en PDF tout mon chapitre. Vous voyez, ça va vous donner ça. Je suis désolée, hein, c'est un peu long mon bazar, mais c'est archi important parce que parfois, c'est beaucoup demandé, donc vous voyez et ça, c'est l'outil de communication, hein, voilà, donc au 23 novembre, je sais que mon établissement test, il a un niveau de 30 avec tout ça. Donc voilà. Donc ensuite, donc j'ai fait mon chapitre 1, tout est fait, je vais aller voir mon plan d'action d'amélioration. Oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, il y Est-ce a que des peut-être questions. ouais, Il y a une question sur, ah oui, oui, sur le thème du soin, sur le chapitre du soin, soin. pour un établissement qui n'est pas concerné par certains thèmes. Exemple, pour les soins digestifs, il est pénalisé et ne peut pas valider l'item. Alors,
là, du coup, oui, la personne, elle peut-être pas forcément comment échanger oralement. Alors simplement, je finis ça, puis je reviens à la question. C'est que simplement, vous voyez le plan d'action d'amélioration, et ça vaut pour tous. Donc, il est structuré avec ce qui vous reste à faire par ça concerne soit l'organisation dans l'établissement, soit les protocoles, soit parfois le technique, hein, le matériel ou le technique. Et c'est hiérarchisé avec réglementaire ou recommandé. Donc forcément, lorsque on a du réglementaire, il faut comment il faut faire tout de suite, voilà, à la limite, c'est celle-là. Il va falloir peut-être finaliser mon auto-évaluation d'AMRI. Donc, une fois que je l'ai fait, l'action, je viens ici, je clique sur action réalisée et c'est l'outil lui-même qui va modifier ma réponse dans l'outil. Donc, réaliser par exemple. Imaginons, ça je l'ai fait, du coup j'ai fait mon AMRI aujourd'hui, je dis que l'action elle est réalisée. Voilà, elle disparaît ici de ma liste de mon plan d'action et quand je retourne à ici, donc logiquement, non. Logiquement, donc ici, dans ressources et organisation, logiquement, voilà. Logiquement, la question, elle est redevenue oui. Vous voyez? Une auto-évaluation a été réalisée au cours des 5 dernières années, alors qu'avant, je devais avoir non et là, c'est l'outil lui-même qui corrige. Alors, on va aller peut-être vite dans le chapitre soins, pour voir. Alors, vous voyez, le chapitre soins, tant qu'on n'a pas fini, c'est ce que je vous disais, il est en cours. Donc là, il faut, par exemple, l'infection urinaire, il faudra la finaliser. Donc là, on n'a pas de résultat. Alors, pour les soins digestifs, Digestif. voilà. Donc, on va y aller. Il faut surtout, alors, par exemple, chapitre soins, soins digestifs. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas mettre non concerné parce que une GEA, une diarrhée à Clostridium, le risque d'avoir une TIAC, on ne peut pas dire: «Je ne suis pas concerné». C'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien se dire dans la tête que l'outil d'AMRI, ce n'est pas comme l'outil d'ARI, parce que l'outil d'ARI, c'était quand même une évaluation à un temps T0. Donc si le jour où on faisait l'outil du greffe et puis qu'on n'a pas d'épidémie de GEA, on va marquer non. Alors que là, c'est pas tout à fait la même chose. L'outil, il veut nous amener à réfléchir, à cartographier, parce que finalement, on n'est pas à l'abri d'avoir une infection digestive, donc on ne va pas pouvoir dire on n'est pas concerné. On va être obligé de répondre. Ce qui veut dire on va se mettre dans la peau de la situation où on aurait une GEA. Voilà. Est-ce qu'on a la procédure de l'alimentation entérale? Alors, je pense qu'effectivement, par la sonde nasogastrique ou jéjunaux, il faut vraiment être sûr qu'on n'en aura jamais. Parce que le problème, c'est qu'il y a des établissements qui vont me dire: «Bah ouais, j'en ai pas» et puis nous, de toute façon, on ne l'admettrait pas. Le seul souci, c'est que, la sonde nasogastrique ou la jéjunaux, on n'est pas à l'abri d'être dans l'obligation de la poser pour un de nos résidents. Rien ne nous dit qu'un de nos résidents fera un jour un néo du côlon pour lequel on a besoin de poser une jéjunaux et en fait, ça ne demande pas forcément d'écrire les proses ou de refaire la procédure en totalité. Ça veut dire simplement que, par exemple, si on a la jéjunaux, la procédure d'alimentation entérale, il faut, il faudra peut-être s'appuyer soit sur la procédure du CHU qui va nous être donnée, soit d'ailleurs quand vous allez, dans le dans ici, vous avez une petite partie quand vous avez un point d'interrogation. Je ne dis pas que vous avez la totalité de votre procédure, mais ce qui veut dire que si on écrit quelque chose, même si c'est quelque chose de pas très élaboré, même si on s'appuie, on aura forcément la procédure du CHU. Il faudra que peut-être si un jour on a une alimentation entérale, eh ben, il faudra veiller à bien cibler dedans l'installation assise ou semi-assise du résident, les points de vigilance lors de la préparation nutritive, si c'est fait au sein de l'EHPAD, la qualité de l'eau de rinçage des tubulures, le changement des lignes d'alimentation, la surveillance et la traçabilité du soin. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très basique, de très court. Mais éthiquement, on ne pourra jamais dire: «Je ne serai jamais concerné».
parce qu'une Géjuno peut être posée dans un contexte de néo ou dans un contexte, voilà, X ou Y, on n'est pas à l'abri. Ça veut dire peut-être simplement, vu que c'est un outil que l'on fait au fil du temps, si c'est quelque chose que vous n'avez pas, c'est pas forcément la priorité aujourd'hui. Et le fait de dire qu'on n'a pas, c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas mort d'homme. C'est au contraire, ça reste dans vos. Une fois qu'on a fait tout ce qui est important, ce qui est prioritaire, on peut éventuellement s'y coller. Est-ce que ça a répondu Ouais, à voilà. votre question? C'est le match de Voiron qui l'avait posé. Tout- Je Alors, peux apporter des éléments de ouais, vive voix parce que ça n'a pas tout répondu à sa question. bah oui, voilà, c'est ça. Allez-y. Oui, bonjour, je m'excuse. Ouais, Donc, bonjour. en effet, c'est bien ce qu'on a apporté comme élément de réponse à la structure, mais la réponse que j'ai eue, c'est que du fait de leur statut, en fait, par exemple, alors je ne sais plus quel soin elle a pris en particulier, ils n'en auront jamais parce que ce n'est pas dans le statut en fait de la structure, et que si un résident, même s'il séjourne actuellement, bénéficie de De ce ce type de dispositif, soins. en fait, il sera réorienté sur une autre structure, et ils le garderont pas. Donc du coup, en D'accord. fait, eux, Alors, ils auraient aimé avoir un item, par exemple, du style, au lieu que ça soit absent, incomplet, ou c'est de se dire non concerné, quoi, NC. alors, voilà, donc vous mettez le point. C'est très bien d'échanger oralement. Vous voyez, donc ça, c'est un cas particulier. Le souci, la crainte dans l'outil avec le non concerné, si vous voulez, c'est souvent la solution de facilité. Et c'est vrai que c'est un cas d'école que vous posez, et il peut y en avoir d'autres, hein, j'en ai d'autres, pour lesquels la solution, elle est mi-figue, mi-raisin. Parce que vous allez savoir exactement pourquoi vous mettez non concernés, parce que vous savez pertinemment que ces gens-là, vous n'allez pas les garder dans la structure. Ils seront de toute manière réorientés. Par contre, l'établissement, y compris même l'EHPAD X ou Y, qui lui, du coup, le jour où il y a une alimentation entérale, il va les garder, il va s'en occuper. Le risque, c'est qu'il marque non concerné. C'est tellement facile de cocher non concerné parce que dès que c'est un tout petit peu plus, comment dirais-je, le non concerné, c'est un peu comme le autre quand on fait une checklist. Donc on fourre, c'est un petit peu le fourre-tout. Après, de manière, moi je réfléchis en fait avec vous, en échangeant avec vous, quitte à rajouter quelque chose dans le point d'interrogation. J'aurais été plus encline, parce que le non concerné, tout le monde va en profiter. Et en fait, alors qu'il est utile que pour très très peu d'établissements. C'est par exemple de dire que si jamais, dans tous les cas, parce que votre procédure finalement de l'alimentation entérale, pardon, se résume et revient à un transfert de patient. C'est-à-dire que vous sécurisez quand même ce soin-là, vous ne le gardez pas chez vous parce que vous n'avez pas forcément l'infrastructure ou les infirmières ou autres pour gérer ça. Donc moi, je serais assez encline à dire que ces établissements-là, pour pas qu'ils soient pénalisés dans leur cotation, que c'est dans le critère complet où l'on va rajouter que l'on a le droit éventuellement de coter complet lorsque ce soin-là, il est orienté vers un centre ad hoc adapté qui va prendre en charge ce type de patient, plutôt que de rajouter le non concerné. Parce que si on rajoute le non concerné, c'est pour tous les types d'établissements. Oui, je suis d'accord avec vous. Et C'est vrai que du c'est une bonne idée, parce ben que le ouais, non concerné, ça va être, ou ah alors ben, c'est pour le moment, ça ne nous concerne pas, ça donc nous on verra. concerne pas. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et Donc en effet, c'est vrai que ça peut être bien voilà. Et d'apporter moi, dans je pense. le. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, vous voyez, moi, je serais assez encline parce que vous, on ne va pas pouvoir vous pénaliser parce que du coup, vous sécurisez le soin. Dans tous les cas, vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'avez pas les moyens humains, pas le matériel, pas la possibilité de le gérer. Donc, vous le réadressez dans une structure qui, elle, a la capacité de gérer. C'est comme hospitaliser quelqu'un, on est quand même bon en termes de risque infectieux. On ne va pas garder une légionelle chez nous. Si on sait que la légionellose pulmonaire, c'est certainement ça, ben on va l'hospitaliser. C'est aussi réorienter, c'est aussi de la maîtrise du risque infectieux. Donc ouais, moi je serais plus encline. D'ailleurs, parce que j'ai d'autres questions dans l'outil pour lesquelles j'avais vraiment
bah ouais, la pertinence finalement de rajouter le petit non concerné pour ça, un type d'établissement. Mais vous voyez, dans la typologie des établissements, il y a une dizaine de types d'établissements, on ne pourra pas en rajouter d'autres, quoi. Parce que sinon, on ne pourra jamais avoir un questionnaire adapté à chaque type d'établissement. Il y en a trop, surtout dans le secteur du handicap. Donc, est-ce que du coup, là, ça vous va en faisant comme ça? Oui, oui, en effet, ça permet de justement, en effet, de toute façon, c'est une action qu'ils vont mettre en place pour maîtriser. Eh ben voilà, Donc c'est tout à fait, c'est logique et comme ça, eux, bah, voilà. ont pas l'impression de se sentir pénalisés ou de faire Eh ben quelque non, chose qui leur voilà, apportera rien, de dire d'avoir une procédure dans un exact. classeur pour dire d'en avoir Ah une, ben quoi. non. Ben non, Ouais, parce que du coup, finalement, au final, leur procédure, c'est celle-ci. C'est ouais, c'est ça. de l'orienter dans le Ouais. bon service, dans le bon établissement. OK. Merci. Eh ben de rien. Alors après, Il y en a une autre question sur le chat aussi qui concerne une cotation sur évaluer une gravité c'est par rapport aux infections sur urinaires. urinaire, ouais, voilà. Oui. Heu, alors, en fait, donc là, je fais peut-être un petit topo, ça répondra peut-être à d'autres questions. On a la fréquence et la gravité. Ça va. En fait, j'ai eu beaucoup de questions au début, maintenant un tout petit peu moins. Donc la fréquence, heu, on parle bien d'infection urinaire et c'est vraiment la fréquence des infections urinaires. Donc ça, c'est soit on a un système de surveillance, mais bon, on n'en a pas toujours, on n'a pas toujours dans un EMS, hein. On n'a pas un système de suivi, on ne sait pas. Mais bon, voilà, la fréquence, c'est un petit peu au regard de votre établissement. C'est probable, c'est pas probable, c'est quasiment impossible ou au contraire, c'est très fréquent. La gravité, c'est vraiment effectivement, comme vous le dites dans le chat, c'est évaluer la gravité des infections urinaires qui arrivent chez nous. Donc si, par exemple, on est un EHPAD, où on a une majorité de femmes, on en a par exemple, bah, pas mal, on en a peut-être, je ne sais pas, une demi-douzaine par an, mais c'est que des cystites. C'est pas il y a un inconfort qui va durer 24 heures et puis ensuite, traité, ça va tout bien. Donc là, on est sur, bah, des conséquences mineures et par contre, si on est dans un établissement, par exemple, du secteur du handicap avec des infirmes moteurs, lourds, ou un service de pathologie neurodégénérative avec, peut-être des scléroses en plaques, des Parkinson, où les gens, ils ont quand même des problématiques, d'infection urinaire, gravissimes, où ça va être la pyélonéphrite, où ça peut aller jusqu'à la bactériémie, voire la septicémie avec point de départ urinaire. Donc là, évidemment, ce sera très grave. La cystite, ce ne sera pas grave et puis ça peut être aussi, bah, effectivement la bactériémie ou la septicémie qui va, motiver une hospitalisation. Par exemple, on peut très bien avoir un choc septique, hospitalisé, puis on s'aperçoit dans le bilan que le point de départ finalement, c'était l'infection urinaire. Bon, ça peut être ailleurs, mais si voilà, c'est vraiment ça, c'est les cas que l'on a eus chez nous. Est-ce que du coup, ça a été très grave ou pas? Et pour évaluer cette gravité, forcément, à un moment donné, on va faire le parallèle avec le type de patient que l'on a. La même chose, hein, je dirais, je ferai le parallèle avec les infections respiratoires. Une infection respiratoire, la cotation de la gravité ne sera pas forcément la même dans un EHPAD où, on a finalement, des gens pas trop dépendants, pas trop malades, pas trop immunodéprimés, que par exemple un secteur du handicap où, on reçoit une majorité d'enfants qui ont la mucoviscidose. On sait pertinemment que là, du coup, ce sera très grave. Je crois qu'il y a une question orale. Oui, on attendait de finir. Donc la question, c'est madame Acheriot ou monsieur, pardon, je ne sais Oui, pas. bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très Oui, bien. oui, oui, très bien. Oui, bonjour. Je suis Corinne Chériot, je suis infirmière à l'EMH de Rion, donc au nord de Clermont-Ferrand. Moi, j'ai commencé dans l'exercice de l'EMH au mois de mars, donc je n'ai pas connu le DARI. Donc, Ah voilà, oui. je pars vraiment de zéro, absolument. J'ai plusieurs questions, en fait. Ouais. La première, c'est est-ce que aujourd'hui est mis à disposition pour les EMH un extrait visuel du contenu des petits points d'interrogation? Je le demande parce que au départ, Oui. moi j'ai dû le demander à des établissements parce qu'on n'y avait pas accès.
on n'avait pas accès en tant que MH. Et donc, il y a un des établissements qui m'a fait un extrait, une copie d'écran, donc j'ai pu l'imprimer sans problème, mais ça n'était pas accessible d'emblée. Alors peut-être ça l'est aujourd'hui, hein, mais si ça ne l'est pas, ça peut être utile de le mettre en ça ligne. doit l'être normalement. Alors je vérifie parce que alors attendez. Normalement, je vérifie. Donc ça, c'est dans les projets aussi, hein. C'est normalement, c'est alors ça de sûr, on a, ah oui, il est là. De sûr, j'ai celui du chapitre 1, celui des chapitres suivants. Il me semble qu'ils y sont Ils y sont, hein, voilà. la dernière fois. Il manquait peut-être celui du chapitre 8 sur le guide de Oui, remplissage. qui n'était encore pas mis. Ouais. Pas mis Non, la non, mais dernière fois que j'y suis allée. En fait, vous allez donc du coup, vous allez sur, oui, c'est ça, soins digestifs, traitement, non? Donc il y est. Non, non, mais voilà. je ne parle pas de ça. C'est pas de ça que je parle, en fait. Ah non, non. Non, non, les guides de remplissage, on les a depuis le début, il n'y a pas de problème. Par contre, vous savez, à partir du chapitre 2, à chaque fois qu'on va dans l'évaluation du risque et de la gravité, de la fréquence et de la gravité, il y a sur le côté des questions qu'on remplit en ligne, le petit, voilà, cette ouverture-là. Et ça, quand moi j'en ai eu besoin, on ne les avait pas. Oui, je ça ne sais c'est pas pas si dit, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est compliqué de ne pas en disposer avant d'aller accompagner le remplissage du DAMRI. Alors, justement, je vais quand même revérifier. Donc, logiquement, l'outil, il doit télécharger dans le guide tous les points d'interrogation. D'accord. Voilà, alors je vais juste revérifier. Normalement, on devrait tous les avoir, donc je vais descendre jusqu'au… Oh. Oui, parce que normalement, il a tous les points d'interrogation. Que le guide de remplissage reprend les questions qui sont liées aux points d'interrogation dans les différents chapitres. Ben, dans le guide de remplissage, je pense il y a pas des… Oui, je pense qu'effectivement, par contre, ça, alors, il me semble que normalement, alors attendez, je vais vous dire, effectivement, ils n'y sont pas. Par contre, il faut peut-être que je les rajoute là, parce qu'il me semble que normalement, oui. Donc du coup, effectivement, vous avez peut-être raison, il y a peut-être besoin qu'on les mette quelque part. On a vraiment besoin probablement de les mettre quelque part. Sachant, alors attention, sachant que c'est le même libellé, partout. Oui, ça c'est sûr. Parce que c'est la grille, voilà. Donc du coup, moi, ça ne me pose aucun souci de remettre ce pavé-là. Voilà, on fera remettre ce pavé-là et l'autre. Alors, on a deux solutions. Le coller au guide de remplissage, il risque d'être automatisé et puis, coller à sur les 8 chapitres. Je pense que le mieux, c'est que je le colle à la foire aux questions. Oui, par exemple. Ouais, et voilà, que ce soit accessible avant d'être en présence des remplisseurs, parce que c'est un peu inconfortable par rapport à ça. D'accord. Ça, c'était la première question. Ma deuxième question, elle concerne le remplissage de ce qui concerne les procédures. Je ne comprends pas la différence entre incomplet et à actualiser, évaluer. Alors, en fait, ça, c'est pour arriver à la cotation du niveau de maîtrise. Parce que pareil, le niveau de maîtrise, il faut, en fait, faut se coter et… Excusez-moi 30 secondes, j'ai juste un EHPAD qui essaie de me joindre. Je leur dis simplement de me rappeler. Allô? Oui, est-ce qu'il est possible de me rappeler vers 12h30? Je suis en webinaire, chers confrères. Ok, à tout à l'heure. Merci. Merci. Excusez-moi. Oui, donc en fait, c'est parce que pour le niveau de maîtrise,
en fait, on a pareil, on est coté de 1 à 4, mais inversement. Vous savez, il faut faire la criticité. Ça, c'est pour arriver à la criticité. Donc, il y a des niveaux. En fait, la procédure, sa qualité, elle est graduée. Soit on a une super procédure qui est complète, elle a tout est dedans, elle est validée, elle est actualisée, tout est dedans. Mais on peut très bien avoir une procédure où elle n'est pas complète, il y a un volet que l'on n'a pas abordé. Voilà. Voilà, prévention, par exemple, typiquement, la procédure de prévention des infections urinaires, ça veut dire, par exemple, on a parlé de l'hydratation, mais on n'a pas parlé de la vidange vésicale, on n'a pas organisé la gestion des protections, et puis on n'a pas forcément mis non plus la vigilance lors de la toilette intime pour les dames. Voilà. Donc là, elle sera incomplète. Si par contre elle est complète, tout est dedans, tous les éléments qu'on a dedans, on les fait boire, on les aide à aller à vidanger la vessie qui ne se retiennent pas, on ne laisse pas les protections souillées de sel trop longtemps, on fait attention à la toilette intime, on la fait dans le bon sens avec les bons produits au bon rythme, etc. On a tout, mais par contre notre procédure, elle date de 2019. Si je fais aujourd'hui le 23 novembre 2023, je vais dire: «Bon, bon, elle est là, j'ai tout mis dedans, mais je vais peut-être l'actualiser». Donc je vais cocher à actualiser, évaluer. Donc si c'est tout, c'est tout D'accord. et puis que ça date et puis si c'est absent, si j'ai pas, j'ai pas. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, c'est pour sortir de l'adage du DARI. Il y a une personne qui disait qu'il n'avait pas connu le DARI, l'outil du greffe. L'outil du greffe, le 1,5 n'existe pas. C'est-à-dire, c'est soit j'ai la procédure, soit je l'ai pas. Donc après, charge à l'établissement de considérer que la procédure qu'il a, qui date de 3 ans, peut-être qu'il y a qu'un point virgule et puis peut-être qu'il y a, que j'en sais rien moi, que l'antiseptique a changé depuis ce temps-là, donc ça demande pas beaucoup à actualiser et il risque de dire: «Bah non, puisque du coup, j'ai pas le bon produit, donc je mets non», alors qu'il a déjà tout écrit. Vous voyez? C'est ça la graduation. On est vraiment sur la qualité de la procédure, c'est-à-dire c'est pas juste j'ai une procédure ou j'en ai pas et celui qui en a une, c'est lui qui va juger dans le DARI historiquement, c'est lui qui va considérer que sa procédure elle est bonne ou elle est pas bonne. Alors que là, l'outil, il vous aide un peu. Il vous dit: «Bah voilà, non seulement elle doit exister, mais elle doit être complète, elle doit être actuelle ou évaluée». Pareil, il peut y avoir des procédures, j'en sais rien, moi, l'entretien des locaux, où on dit que dans sa procédure, voilà, faut nettoyer 3 fois par jour les barrières, l'adaptable, j'en sais rien. Et que, en fait, si on l'évalue sur le terrain, on va se rendre compte, c'est juste pas possible, quoi. C'est bien nettoyé, mais on n'a pas les bras, les professionnels n'ont pas le temps de faire ce qu'on leur demande, et cetera. Donc j'espère que ça répond à votre, Oui, du coup merci pour d'accord, ça. d'accord. Ensuite, vous voyez, j'ai été assez interloquée tout à l'heure quand vous avez parlé de l'évaluation du risque, notamment, on prenait l'exemple des infections urinaires. Il est très bon cet exemple parce Ouais, que c'est le premier, on l'a presque tous vécu. ouais, Et vous voyez, par exemple, quand vous dites l'évaluation concerne finalement la quantification des infections urinaires, c'est exactement l'inverse de ce que j'avais compris, moi. C'est-à-dire qu'une évaluation du risque, pour moi, je ne dis pas que j'ai raison, hein, je dis que je ne le comprends pas comme ça. Pour moi, l'évaluation du risque, ça n'est pas la quantification du nombre d'infections urinaires que l'établissement a traversé. Alors, j'ai vu qu'on avait justement dans l'outil fréquence, vraisemblance, probabilité, qu'on peut s'appuyer soit sur des données chiffrées, voilà, soit soit si on n'en a pas sur une expérience ou sur une connaissance. Mais malgré tout, pour moi, une évaluation du risque, ça n'est pas la quantification du nombre d'infections urinaires qui sont arrivées. Et c'est bien qu'on en parle parce que donc depuis 7 mois où j'accompagne les établissements, on est à peu près 50-50% à comprendre soit l'un, soit l'autre. Mais en ouais. tout cas, il n'y a pas d'unanimité sur la compréhension de cette évaluation-là. Donc, c'est très utile qu'on puisse en parler, justement. Alors, l'idée pour et effectivement et vous avez
probablement raison. Parce que en réalité, cette fréquence, on a gardé le terme fréquence parce que c'est le terme des qualiticiens, mais c'est surtout l'occurrence ou la probabilité qu'un tel risque puisse arriver. Oui, c'est ça. Et c'est la conjugaison des deux. Le problème, c'est que dans un EHPAD, si on a des données, si on a des infections, donc effectivement, et c'est là où effectivement l'accompagnement des EMH est important. Mais c'est vrai que le plus court, on va d'abord se baser sur ah ben on n'a jamais eu d'infection urinaire. Mais je partage complètement votre avis. Si on est dans un EHPAD où on a des personnes avec des sondages urinaires, des sondes urinaires à demeure, bon, il y en a très peu. Mais je vais peut-être prendre un autre exemple. On est typiquement, et c'est là où il y a quand même l'intervention humaine, la réflexion humaine pour coter ce critère-là. Si on est dans un établissement du handicap, pareil, avec des vessies neurologiques, des choses comme ça, mais pour le coup, l'année 2023, on a eu on a eu qu'une infection urinaire. Alors que parfois, la plupart, on a des vidanges vésicales par autosondage, par microsondage ou autosondage. Et bien là, il ne faudra pas coter la fréquence 1. Parce que le risque qu'une infection urinaire arrive, il est beaucoup plus grand. Même si on n'a pas 50 CBU qui sont positifs dans l'année. Mais on est sur de l'autosondage pluricotidien. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit au début, on ne pourra jamais avoir une réponse standardisée pour tous, mais c'est que vraiment, c'est personnalisé à l'établissement. Si on est sur un EHPAD archi-classique, tout bien, les petites dames, très peu d'incontinentes et puis qui vont bien, bah, on se base effectivement sur les chiffres qu'on a. Parce que ça aussi, c'est important. On ne pourra jamais se coter que c'est archi-fréquent quand on a 0 CBU, les CBU qu'on a réalisées, elles reviennent toutes négatives. Voilà, il faut avoir une cohérence dans cette évaluation-là. Elle est extrêmement, extrêmement. Alors, elle se veut, si vous voulez, elle se veut, comment dirais-je, cartésienne, un peu carrée, mais en même temps, elle est extrêmement subjective parce que c'est face à l'établissement. Si on est dans un établissement où il y a plein de sondages urinaires, où on fait des CBU tous les 4 matins et où la vidange vésicale, elle se fait par autosondage, excusez-moi, on ne va pas mettre 1 quand on arrive à la fréquence. Là, il faudra ce côté. D'ailleurs, initialement, et je vois qu'il y a beaucoup de questions auxquelles peut-être l'outil lui-même aurait répondu, parce qu'initialement, à la base, avec Radiella, moi, je lui avais dit, écoute, ce qui serait bien pour la fréquence et la gravité, c'est que l'outil puisse proposer un plancher en dessous duquel l'établissement ne peut pas descendre. Typiquement, l'infection urinaire, que le plancher de la fréquence, c'est 2. Parce qu'on est quand même avec des personnes âgées, des personnes handicapées. Je ne vois pas si, peut-être les EHPAD, effectivement, où c'est des GIR 5-6. On a quand même, voilà, on est sur des GMP qui sont entre 700 et 800, donc du coup des gens peu autonomes. Donc l'infection urinaire chez la personne âgée, c'est une des 2 infections, infection urinaire, infection pulmonaire, c'est les 2 infections les plus fréquentes. Et on se disait, bah, faudrait que l'outil, que les gens ils puissent pas se coter en 1, que c'est automatiquement, ils leur proposent 2. Et après, on a dit non, c'est frustrant. Enfin, je veux dire, un établissement, il est tout à fait en capacité, un médecin co, il va être en capacité de dire, bah, moi, j'ai une population à risque. Pareil, même si vous avez une petite unité où vous n'avez que des diabétiques, que 80%, que 8 résidents sur 10, c'est des diabétiques. Voilà, des incontinents. Bah, oui, le risque qu'on ait une infection urinaire, même si vous n'avez eu qu'une CBU, c'est vraiment... on verra l'exemple que la fréquence, c'est archi important de bien maîtriser ce qu'on cote, parce que parfois, pour d'autres choses, il y a des établissements qui cotaient le geste. En fait, là, on ne cote pas la CBU, on ne cote pas le nombre de CBU qui est positif. C'est exactement comme les injections. On ne va pas coter la fréquence des injections. On peut très bien faire une prise de sang une fois tous les 5 glinglins. Voilà, sur l'année, on a peut-être fait 10 prises de sang, puis on a eu 3 infections sur KT. Donc là, la fréquence, elle est extrêmement énorme. Alors que l'établissement à côté, il a fait 450 prises de sang dans l'année, et puis il a eu une infection. Donc là, lui, il peut dire que sa fréquence, elle est beaucoup plus basse. Donc, vous voyez, c'est pas le geste, c'est pas... Parce qu'on sait très bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a bien marqué que c'est appui, qu'on peut pas s'appuyer
uniquement sur les données quantitatives parce que même dans l'absolu, on n'en a pas, on en a très peu. En dehors des épidémies, voilà, les épidémies parce qu'elles sont signalées, donc on va savoir combien il y a eu d'épidémies de GEA, combien d'épidémies d'IRA, etc. Le reste, on n'a pas de comptage, on n'a pas de compteur qui va nous compter le nombre d'infections, quoi. Donc voilà un peu comment coter les fréquences et même la gravité. Vous voyez, la gravité, si on est dans un centre, une fois c'était une IDEC qui m'avait posé la question, on était dans une structure de soins palliatifs. Bah, on est dans une structure de soins palliatifs, donc forcément que la gravité, on va la coter pour rien du tout en 1 et 2, hein. Donc elle sera forcément, parce que si le risque infectieux survenait, il sera potentiellement grave. Et puis même, j'ai envie de dire un autre exemple qui peut aussi vraiment dans cette lignée, parce que c'est ça le plus important. Le nerf de la guerre dans l'outil, c'est celui-là. C'est vraiment de savoir bien personnaliser ses cotations en fréquence, en gravité. On va prendre la légionellose pulmonaire. La légionellose pulmonaire, donc on pourra pardonner à tout le monde de dire que c'est pas fréquent, surtout en tout cas à la base ceux qui n'en ont jamais eu. Il a jamais eu de cas de légionellose pulmonaire, donc il va pas se coter en 4 ou en 5, il va se coter en 1. Mais par contre, c'est là où j'aurais aimé moi garder un peu ce qu'on avait imaginé au début, c'est qu'il peut pas non plus, parce que la tentation de dire ben, j'en ai jamais eu, bah donc j'ai jamais vu de gravité chez moi, c'est un, ben non. Parce que la gravité, d'abord, elle est liée à la pathologie elle-même, puis elle peut être encore plus grave en fonction des gens que l'on a. L'établissement qui a que des mucoviscidoses, ben une légionellose pulmonaire, excusez-moi, elle les essaime tous, hein. Celui qui est avec des gens qui sont hémodialysés, des gens immunodéprimés. Donc, vous voyez, donc pour ce côté en gravité, ben, il verra, c'est peut-être 3, c'est peut-être en fonction de la population. Et ça, c'est vraiment le truc à personnaliser, quoi. Bon, très bien. Merci beaucoup. Ça confirme quand même l'importance d'accompagner les établissements Ouais. dans cette Ah démarche oui. parce que honnêtement, je Oui. ne crois pas que c'est tout ce qu'on vient d'exprimer là et ce que vous avez explicité de nouveau, ça soit immédiatement accessible à la lecture rapide de l'outil. Honnêtement, je ne crois pas. Donc, Ah, c'est vraiment très important qu'on ait pu, voilà, se le redire comme ça. Exactement, je vous le confirme parce que si vous voulez, le service après-vente là de Damery que j'assure, c'est vraiment ça vaut celui de pour le dire sur le ton de l'humour, c'est le SAV de Canal+, hein, parce que Oui, franchement, c'est oui, 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 certainement. bah oui, c'est ça coule pas de source, on a beau essayer de détailler, et autres, non, et c'est vrai que je suis un peu, je dis pas menteuse, mais je suis un peu quand dans ma présentation, je dis l'autonomie de l'établissement. Alors, elle l'est dans la durée. Une fois qu'on a compris cette gymnastique-là, l'établissement devient autonome avec cet outil. Mais c'est vrai qu'à la base, il l'est pas réellement. Oui, vous avez raison, hein, l'accompagnement est Bien. important. Bon, bah, je cesse de monopoliser la parole et je vous remercie en tout Ah cas. mais non, pas du tout. On est là Merci. pour ça. On va continuer, au niveau du chat. Donc on avait une autre question par rapport à un IME qui n'a aucun soin somatique. Donc du coup, est-ce qu'il veut répondre que l'établissement n'est pas concerné par la thématique? Oui, parce que vous avez en fait la possibilité, vous voyez, quand, alors attendez, il faut que je revienne parce que du coup, j'avais tout renseigné. Est-ce que j'ai un chapitre? Eh ben, vous voyez, ici, typiquement, infection urinaire, on va dire, bon, je suis un IME, c'est un établissement de l'enseignement, j'ai que de l'école. Donc l'infection urinaire, je peux estimer et de toute manière, c'est peut-être un externat ou c'est même, j'ai pas d'internat, j'ai rien du tout, j'ai pas, voilà, je fais que de l'enseignement. Je viens ici et je cote non concerné et quand vous n'êtes pas concerné par la thématique, vous avez rien. Ils vous demandent simplement de vous aller à la thématique suivante. Par contre, si vous êtes concerné, vous cochez oui, voilà, et ensuite vous cotez sur la fréquence, la gravité avant d'avoir le questionnaire. Vous ne l'aurez pas tant que vous n'avez pas répondu à ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait.
Merci. Alors, quel Donc, type question suivante. Quel type de système de suivi recommandez-vous pour mesurer la fréquence? Un outil En fait, annexe. alors, Mm. le souci, parce que je sois bien sûre que j'ai bien compris la fréquence. Je pense que cette question, elle était liée au long échange qu'on a eu avec votre collègue auparavant. Donc, soit on se dit à un moment donné, bah, moi, mon EHPAD, je veux répondre que sur la fréquence chiffrée. Donc là, effectivement, il faudra un outil de suivi. C'est des outils de suivi, de surveillance. Donc le DAMRI ne prévoit pas ça. Voilà, bon, on peut toujours imaginer effectivement un outil de suivi qui peut, dans un premier temps, être un fichier Excel. Mais pourquoi pas, je note la question. Mais ce qui veut dire, on s'affranchit. Je trouve que c'est dommage de réduire la cotation de la fréquence et de la gravité uniquement aux chiffres. Mais je sais qu'effectivement, il faut que ce soit chiffré. Donc ça, on pourra regarder hein, si on peut faire évoluer ou avoir une annexe de l'outil pour finalement qu'un établissement puisse mesurer la fréquence, sachant que l'outil devra être personnalisé par l'établissement parce que la fréquence, c'est un nominateur, un dénominateur. Ah, voilà, ça va dépendre des journées d'hébergement, ça va dépendre probablement, il y a des éléments à tenir. Donc, et puis, la fréquence pour quels soins, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément mesurables. L'infection urinaire, on peut se dire, ben, on va se baser uniquement sur les CBU réalisés, qui, à mon sens, peut fausser, parce que si on sort en pourcentage, on a quand même encore cette tendance à faire des CBU sur des urines qui sentent fort, des urines foncées. Donc, on peut avoir un dénominateur de CBU réalisé qui est trop important, avec peut-être qu'une ou deux qui reviennent positives et qui peut minimiser. Voilà. Alors, et c'est vrai qu'avoir un outil qui nous donne un chiffre, c'est probablement mieux que, voilà, comme l'écrit, voilà, en ce sens, pour éviter le à vue de nez. Donc effectivement, donc ça peut être imaginé, mais sachant que ça n'affranchit. L'outil vous permettra de retrouver le nombre d'infections que vous avez eues sur l'année 2022, 2023, etc. Mais vous ne pourrez pas vous affranchir de cette réflexion qui est en fonction de vos soins, de la capacité, du niveau d'autonomie pour la fonction urinaire et fécale de vos patients, les patients que vous prenez en charge, et de leur comorbidité, du type de patient. Donc, on sera forcément, mais ce sera aidant. Effectivement, on n'arrive pas là en se disant, mon Dieu, j'ai eu combien d'infections urinaires sur l'année 2022. Ce serait top. Bon, Top. ok, donc je note. Voilà. Nouvelle évaluation, Nouvelle vision. évolution, nouvelle Voilà. vision pour le DAMRI, Voilà. tous ensemble. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ben là, nous, on a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, échanger, qui ont d'autres questions par rapport à cet outil, sur les chapitres, sur les remplissages? Ah, une question? Allez-y. Oui, moi j'ai levé la main. Bonjour, Bonjour. je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard malheureusement et je ne sais pas si vous avez donné une échéance de mise à disposition de cet outil, une date, pardon. Alors, oui, enfin, la question a été posée, donc on en a échangé, donc effectivement. Donc, on n'a pas forcément enfin, Ouais. le rythme auquel on va faire son auto-évaluation, c'est le législateur qui le définit. À ma connaissance, il n'est pas dit qu'on doit faire voilà, la démarche tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Ce que j'ai répondu, c'est que là, on est sur un outil. Alors, le chapitre 1, oui,
effectivement, le chapitre 1, il y a 84 questions. C'est un peu l'équivalent du DARI historique. Celui-là, à titre personnel, hein, c'est un avis qui n'engage que moi, qu'il se colle à l'évaluation, la certification HAS me paraît cohérent. Voilà, c'est une cohérence. Après, on peut le revisiter plus souvent si jamais on a changé d'orientation, si l'évolution de la patientèle dans l'établissement, elle a été modifiée, les gens sont devenus plus lourds, plus grabataires, l'orientation s'est faite vers d'autres modes d'accueil. Donc, on peut se dire, bah, je vais refaire le DAMRI parce que le chapitre 1, parce que voilà. Tous les 5 ans parce qu'on a l'évaluation HAS qui demande cette démarche-là. Après les autres chapitres, c'est vraiment des outils de travail, hein, donc vous êtes arrivés, vous avez entendu. On est vraiment sur quelque chose de continu, c'est l'outil de travail de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec le DARI historique. Le greffe, on le faisait un jour, un temps donné et puis voilà. Alors que là, c'est pas pareil. On est dessus, ça nous permet d'être un peu plus exhaustif, sachant qu'on ne l'est jamais. L'exhaustivité, on l'atteint jamais, mais on est exhaustif sur finalement tout ce qu'on pourrait rencontrer dans un EMS et que du coup, c'est un travail continu, quoi. C'est vraiment quelque chose que l'on fait au continu. Donc j'ai envie de dire s'il y a un rythme, bah, il y a des rythmes qui sont imposés par l'établissement qui ferme, qui déménage, qui change d'orientation, et cetera. Et puis après, celui qui bouge pas, bah, je pense que tous les 5 ans, ça me paraît, un peu plus voilà, un petit peu plus logique, quoi, mais Merci. Ma question portait aussi sur l'outil est en évolution et voilà, vous ouais, venez de le dire également et on ouais. le voit. Et du coup, il est disponible à ce jour, en fait. C'était aussi ça ma question. Ah Il oui, est déjà voilà, oui. disponible. Oui, oui, oui. Donc tous les Ok, chapitres sont disponibles, donc depuis le 31 août, je crois, hein, enfin le 1er septembre, enfin la veille du 1er septembre. Donc vous avez tous les chapitres. Donc le 2, c'est les soins. Voilà, vous avez l'environnement, vous avez comment? La restauration, le linge, l'entretien des locaux, l'animation, la vie sociale et puis, la gestion des épidémies. très bien, merci. Je vais arrêter de mobiliser également Oh non. les questions. Non, non, mais une autre question en lien qu'on a souvent aussi, pour les personnes qui ont rempli le DARI, il y a 4 ans. Est-ce que le compte est toujours actif Alors, il ou il n'était faut pas en ligne. Bah, du coup, justement, alors normalement, si vous avez fait votre outil du greffe, le DARI historique, bah, normalement, vous l'avez soit sur votre bureau, soit sur votre disque dur, soit parce que là, du coup, il n'était pas en ligne, hein. C'était on téléchargeait l'outil du greffe et puis alors, j'avais essayé il y a quelque temps, je suis incapable de vous dire parce que je suis tellement submergée par le DAMRI. Je crois que c'était au début de l'été, j'avais regardé, il me semble qu'il était toujours téléchargeable, l'outil du greffe. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la circulaire, elle dit en clair et puis la stratégie surtout, la stratégie nationale, elle dit: «Il faut s'auto-évaluer et mettre en place cartographier, s'auto-évaluer et mettre en place un plan d'action d'amélioration». Bon, je pense que le DAMRI, alors à ce jour, on a plus de 3 500 établissements, qui sont inscrits, même plus, 3 006, je sais plus, entre 3 006 et 3 007, hein, je crois. Donc ils sont déjà inscrits. J'ai envie de dire, c'est l'outil référencé au niveau national. Je trouverais vraiment dommage, donc ce que vous avez vous rempli, vous l'avez vous, parce que c'est pas en ligne, donc ça veut dire faut retrouver, en fait vos réponses, ce que vous aviez fait il y a 4 ans. Heu et ça aussi, c'est l'avantage de l'outil d'Amri. En fait, vous remplissez, vous avez toujours vos données. Heu et l'évolution de l'outil, ça va être lorsque vous allez valider une première démarche. Donc ça va figer, ça va marquer dans le marbre ce que vous avez fait et vous pourrez recommencer une deuxième. Mais comme c'est en ligne, vous l'aurez toujours, hein, vous aurez toujours accès à ce que vous avez fait. Après, j'ai envie de dire, c'est dommage de refaire avec le DARI, hein, je sais pas. Je sais pas s'il y a des établissements qui font encore avec le DARI, je sais pas. est-ce que ça a répondu à votre question? C'est tout, ouais. Oui, tout à fait. On continue au niveau des questions. On a une personne qui a levé la main pour prendre la parole. Je vais aller voir qui c'est.
J'ai juste un prénom, Séverine. Oui, bonjour, Séverine Bonjour. de l'équipe mobile d'hygiène de Thonon-les-Bains. Alors, c'est un petit détail, mais ça nous met parfois un petit peu en difficulté sur les EHPAD qui sont un peu réticents à remplir le DAMRI. Là, dans l'organisation des indicateurs, Ah on oui. a l'indicateur fréquence moyenne de friction des mains par Oui. les professionnels de santé observés par les résidents avant un acte de soins pour 100 situations. Alors, zut. Alors, cette question, oui. Non, mais effectivement. Alors, Je le ne sais problème, pas s'il y a quelqu'un qui a oui. répondu oui. Mais- Alors, les indicateurs, en fait, alors au début, on n'avait pas ça, hein, parce que l'outil, on le travaille depuis 2019, hein, donc on n'avait pas mis ça. Et ensuite, et entre-temps, il y a eu la stratégie nationale. Et donc, du coup, c'était logique, hein, avec cet outil qui avait une prédestinée plutôt nationale. Donc, on a repris les critères de la stratégie. Donc, c'est ceux-là. Donc, effectivement, alors moi, j'ai recontacté, donc j'ai repris contact avec Mathis et Primo pour leur dire, bah, du coup, c'est un peu embêtant parce que dans certains établissements, l'expression des résidents qui sont pris en charge, elle est difficile, donc notamment pour 2 des indicateurs. Oui, Voilà. mais c'est Bah, il y a surtout 2. celui-là où on Voilà, n'est mais il y plus en a 2, trop hein, crédible, quoi. celui aussi où on demande s'ils ont eu l'information concernant l'hygiène des mains. Ces 2 indicateurs-là, ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas pour certains résidents. Alors la réponse qui m'a été faite, et là aussi, hein, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec votre autre collègue, l'accompagnement est important. En fait, les indicateurs sont déjà opposables qu'aux EHPAD. Donc voilà. Donc c'est pulpe friction, hein, donc là, si on fait ça, donc c'est bien. Par contre, pour ces 2 indicateurs-là, lorsque dans un établissement, on s'interroge sur, bah, des résidents qui peuvent pas répondre ou qui sont avec des troubles cognitifs majeurs ou des établissements du secteur du handicap comme, des établissements pour les IMC ou l'autisme ou autres, hein, je veux dire, voilà. En fait, la réponse qui a été donnée, soit l'établissement, c'est 100 de ce type d'établissement et donc effectivement, ils ne sont pas concernés, donc il faut que je regarde la manière dont je peux le rajouter et la sélection dans la typologie. Parce que pareil, on revient à l'histoire de non concernés. Parce que si le non concerné, il est pour d'autres, bah, du coup, il peut y avoir la tentation de le marquer. Mais je réfléchis à comment le libeller. Par contre, si l'établissement, il a ce type de population et il a d'autres types de populations, des résidents qui pourraient, eux, dans l'absolu, répondre à ces 2 critères, il faut qu'ils les fassent. S'il y a un secteur, on prend par exemple un EHPAD, vous avez un secteur Alzheimer, donc ça, on laisse tomber. Mais si les autres secteurs, vous avez quand même un certain pourcentage de résidents qui sont en capacité de répondre aux critères, il faut le faire, il faut les faire. Et ça, c'est pas moi par contre, hein, c'est vraiment le… Oui. Non, mais c'est vrai que on se fait un petit peu rigoler Bah oui. à la figure, hein, Oui, quand je sais. autant donner l'information, on est d'accord, autant là, pour 100 situations, des frictions observées, une hygiène des mains observée par les résidents, enfin, concrètement, s'il y a un établissement, un EHPAD qui est capable de remplir cet item, Peut-être un EHPAD. Si, un EHPAD, c'est des gens comme vous et moi Oui, qui ont plus de oui, 70 ans. Donc ça va, on va pouvoir le faire, mais c'est tout. oui, enfin, Ouais. voilà, c'est pas tant par rapport, on répond non, Ouais. bien sûr, mais c'est parce que c'est une question Non, je qui trouve nous que fait perdre un petit c'est peu pas de… exactement, Je veux dire, c'est en pénalisant. plus, au début, voilà, ils nous disent, mais ouais, ils vivent pas dans la réalité, quoi. Enfin, Ah non. votre document, c'est un petit peu… Mais j'ai fait remonter l'info, hein. J'ai même fait participer au groupe de travail, donc une de nos Oui, donc consoeurs c'est déjà… Oui, voilà, merci. où la réponse était vraiment celle-ci, quoi. Hein. Voilà. Mais l'idée aussi pour moi, c'est peut-être éventuellement de rajouter le non concerné avec le point d'interrogation où on spécifie bien de ne pas pouvoir. Alors on n'a pas donné, j'arrive pas à imaginer comment l'outil va pouvoir sélectionner les gens. Par exemple, moi en région, j'ai un EHPAD de 79 lits et c'est 79 Alzheimer.
Donc lui, c'est 100%. Mais c'est archi exceptionnel. Donc lui, ça serait bien que le non concerné soit vraiment ouvert comme ça, voilà. Mais je ne sais pas de quelle manière est-ce que on peut, voilà, pour le moment, c'est figé, mais je pense que ça évoluera. Là, pour le coup, ce sera peut-être pas exclu qu'un non concerné puisse arriver avec une explication de texte en se disant, bah, l'établissement, c'est à lui de savoir s'il n'a pas un secteur, un service. Il y a toujours un secteur valide dans un EHPAD où finalement on peut avoir Oui, 2, 3 résidents qui après, pourraient. je ne vais pas vous prendre trop de Ouais, temps là-dessus, mais même un voilà. secteur valide, il n'y a aucun Ouais. EHPAD qui a le temps de mettre en place cet indicateur. Non, bah oui. Voilà, même Donc voilà. si, voilà. Avec toute la bonne volonté du monde, ouais, Voilà. voilà. Mais merci. Donc Bon, on déjà, verra. si c'est- voilà. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je pense que là, c'était les mêmes questions. On est arrivé au bout des questions du chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent reprendre la parole, qui ont d'autres questions qui n'auraient pas été abordées durant ce webinaire? Alors peut-être en attendant que les gens retrouvent leurs questions, pareil, alors peut-être plus pour des établissements qui ne sont pas accompagnés, mais par des EMH. Mais le flou aussi par rapport aux cotations, hein, je vous donne quelques exemples, parce qu'on en profite, vu qu'il y a le webinaire, ça ne sert à rien que vous ayez peut-être la question après. Mais bon, accompagné par les EMH, il n'y a pas trop le souci. Il y en a beaucoup qui m'avaient sollicité à un moment donné en disant, bah, écoutez, le problème, comment est-ce qu'on cote la fréquence comment? En fait, ils voulaient coter la fréquence de des injections, des soins qu'ils font, des perfs sous-cutes ou voilà, ou des injections sous-cutanées, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment bien le risque infectieux qui est lié au geste. Je pense que je rajouterais peut-être un libellé, quelque chose d'un petit peu plus clair, c'est de dire lorsqu'on est sur des gestes particuliers ou sur des dispositifs médicaux particuliers, on est vraiment sur la fréquence du risque infectieux qui va être associé à ce soin ou à ce matériel ou à cet environnement du soin. Ça n'est pas les soins que l'on fait. On peut en faire très peu, y avoir beaucoup d'infections et là, du coup, la fréquence, elle doit être élevée. Et puis, on peut en faire beaucoup, mais très, très peu d'infections sur ces gestes que l'on fait beaucoup. Et là, du coup, la fréquence, elle sera très faible. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie un petit peu des questions qui m'ont été posées. Alors, j'ai eu une question hier, je voulais la partager avec vous. C'est par exemple dans la gestion des épidémies, donc en particulier pour le volet formation indicateur. Donc, il se posait la question, comment est-ce qu'on va se coter dans la gestion d'épidémies? En fait, la gestion d'épidémies, dans l'absolu, c'est en fait la fréquence, le nombre d'épidémies qu'on a eues, mais par rapport au volet typiquement formation, par exemple à cette question, c'est vraiment le nombre de fois que l'on a été amené à former ou à sensibiliser les gens sur le volet risque infectieux du plan blanc, le nombre de fois on a eu, le plan bleu, pardon, excusez-moi, le sanitaire qui me perturbe. Donc le plan bleu, c'est vraiment axé sur le nombre de fois qu'on a dû déclencher son plan bleu dans le cadre d'une épidémie, d'avoir eu recours et d'avoir été amené à former les professionnels sur le déclenchement du plan bleu. Donc ça aussi. Donc je m'aperçois en fait, plus les gens l'utilisent, plus vraiment l'accompagnement et surtout les EMH, c'est archi important, quoi. Archi important parce que le décryptage, il n'est pas forcément si intuitif que ça. Il est intuitif, mais pour des aguerris de l'hygiène, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, pareil. Oui, allez-y. Oui, non, moi j'avais juste, du coup, j'allais rajouter une question sur lesquelles on nous appelle aussi souvent les difficultés de cotation, c'est par rapport à la vaccination sur les Ah professionnels. oui. Alors, dans le chapitre 1 ou dans le chapitre 1, j'imagine? Alors,
Alors, effectivement, ça peut être cette dernière question qui… Oui. le problème, c'est que la vaccination des professionnels, ça relève de la médecine du travail. Alors, mais ça fait partie quand même de l'organisation et de la politique de gestion de la PMRI. J'ai envie de dire, cette question-là, c'est le directeur qui va y répondre. On dit l'établissement répond aux obligations réglementaires. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule vaccination qui est réglementairement opposable, hein, c'est l'hépatite B, puisque le Covid n'y est plus. Donc ça, normalement, c'est soit on a l'information par le médecin du travail, soit le directeur, lui, il sait. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que logiquement, si les gens sont embauchés, la vaccination, ou plus exactement l'immunisation contre l'hépatite B, elle fait partie des critères d'aptitude. Donc, si une personne elle est apte à travailler en secteur de soins, en secteur médico-social, ben, c'est qu'elle est immunisée ou c'est qu'elle a bien fait sa vaccination contre l'hépatite B. Donc après, je ne sais pas quelles sont leurs difficultés. C'est peut-être pour avoir cette information-là. La formation, et c'était surtout aussi dans le chapitre 2 sur les soins, vous Ah, avez la partie oui, vaccination résident vaccination. professionnel. Ouais. Et c'était pour côté, justement, on revient à la difficulté pour la fréquence et la gravité, en fait, par rapport à la vaccination notamment. Voilà. Donc, en fait, c'est typiquement, on va cibler typiquement la grippe saisonnière. En fait, c'est le risque infectieux à prévention vaccinale. Ça va être surtout la grippe. Si on a, en fait, c'est le risque infectieux qui va être lié à la protection ou non-protection vaccinale des résidents ou des professionnels. Donc là, on va décliner toutes les… Donc, ce qu'il faut se dire, si ce qu'on va coter en fréquence, on va rentrer dedans. Tiens, typiquement, je repense un petit peu au tableau, à l'annexe que l'on pourrait avoir sur le calcul de la fréquence. Par exemple, pour ce chapitre-là, ça va être… c'est la grippe, c'est l'infection à pneumocoque, c'est le Covid. Pour les IRA, c'est ça, c'est grippe, puis c'est le tétanos, la coqueluche, c'est ça. C'est si un établissement, par exemple pour le secteur du handicap, c'est les maladies infantiles, c'est en fait la fréquence d'avoir eu des cas d'infection alors que c'est une pathologie à prévention vaccinale. Si on a eu 2 épisodes de grippe, si par exemple on a eu aussi, j'ai déjà vu hein, les épidémies de coqueluche hein, dans des EMH. Donc voilà, c'est vraiment la cotation. L'esprit, c'est de dire je vais évaluer la fréquence ou là où on revient un peu à la réflexion qu'on a eue au début, ou à l'occurrence ou la probabilité d'avoir une épidémie, par exemple une épidémie de grippe, on va certainement l'avoir, mais la probabilité pour que je l'ai, si j'ai 2% de mes professionnels qui sont vaccinés contre la grippe et que j'ai que 25% des résidents qui le sont, parce que dans le secteur du handicap, ça c'est déjà vu. Hein. Autant dans les EHPAD, je ne dis pas qu'on est à 100% de résidents, mais pratiquement, hein, qui sont vaccinés contre la grippe, c'est pas tout à fait le même trip dans certains établissements du handicap. Bah là, la probabilité quand même pour que j'ai une épidémie de grippe, elle est plutôt importante. Donc j'ai envie de dire, je conseillerais de ne pas coter 1. Il faut coter à minima 2, hein, même si on n'en a pas eu cette année. Mais si personne n'est vacciné, la probabilité qu'une épidémie de grippe arrive, elle est quand même relativement importante. Donc voilà, à minima 2, peut-être 3, donc à voir. Parce que le problème, c'est que si on cote uniquement le chiffre, on n'a jamais eu d'épidémie, par chance, parce que le hasard fait bien aussi les choses, hein, souvent. Donc on n'en a pas eu, mais personne n'est vacciné. On va jamais travailler sur ce volet-là. Il ne va pas être prioritaire dans notre plan d'action d'amélioration. Donc vous voyez. Donc c'est ça, c'est bien leur expliquer que c'est vraiment toutes les maladies à prévention vaccinale et de s'interroger sur leur fréquence ou le risque qu'elles puissent survenir. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Pour moi, oui, parce que c'était des questions qu'on m'a posées, mais c'était pour apporter des informations complémentaires peut-être à d'autres structures si s'étaient posé cette question. Heu, on a au sujet donc, sur la donc il y a des IDEC Des ou des cadres de contrats santé très donc qui ont courts, ouais, répondu avoir, dans les établissements des contrats très, très courts et répétés sur lesquels il y avait aucune visibilité, notamment sur la question vaccinale.
Et la dispensation des formations notamment, avec des Ouais, c'est vrai que c'est la difficulté, ouais, que rencontrent énormément mon d'établissements établissement. sur toutes les régions avec le turnover très important, Ouais, l'absentéisme, les difficultés de c'est de recrutement, hein. C'est vrai qu'il y a ouais, pas ouais. de mmh, Ah ben, alors, nous, on essaye, on est sur un projet d'essayer de travailler. Alors déjà, ne serait-ce qu'avec les soins à domicile, mais probablement que ce sera étalé surtout. La difficulté, c'est surtout les boîtes d'intérim. Alors, il y a le risque, il vient de deux voies. Pour moi, les boîtes d'intérim, mais qui logiquement, lorsque l'on a des professionnels de soins ou même des professionnels non de soins, hein, je veux dire, on peut mettre à disposition d'un établissement, j'en sais rien, une ASH, voilà, ou du coup des aides-soignantes ou des éducateurs donc par la voie de la boîte d'intérim. On est quand même censé, parce que la médecine du travail pour ces gens-là, c'est celle de la boîte d'intérim, hein, parce que forcément, parce que leur employeur, c'est la boîte d'intérim, du coup, c'est pas l'établissement. Bah, qu'eux, ils doivent s'inquiéter. Donc, est-ce que c'est à nous, les CEPIAS? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, qui rendons cette vigilance sur la protection vaccinale, en particulier, par exemple, l'hépatite B? Ou la vaccination qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée, celle pour la saison hivernale. Ça, j'en doute, hein, j'y crois pas trop, hein, mais au moins pour l'hépatite B, si on met à disposition des aides-soignantes, des infirmières, et cetera, on peut quand même imaginer que la boîte d'intérim, elle est sûre que leur professionnel, il est quand même immunisés pour l'hépatite B. Parce que logiquement, à ma connaissance, il me semble qu'ils ont forcément aussi quand même une visite de médecine du travail. Donc ça, à vérifier effectivement. Par contre, heu, donc ça, je pense que c'est un travail que nous, on doit porter de manière, donc je sais que nous, on a le projet de proposer des formations auxquelles voilà, pourront accéder ces boîtes d'intérim. Faut-il encore, voilà, qu'elles adhèrent? Donc ça, c'est par ce biais-là, hein, les boîtes d'intérim. On peut pas parce que l'employeur, c'est la boîte d'intérim, c'est pas l'établissement. Donc et puis quand on a besoin, comme son nom l'indique, c'est une boîte d'intérim, c'est intérimaire, on en a besoin. Ça tombe pas forcément le jour où vous, les EMH, vous êtes dans l'établissement pour faire une formation sur les précautions standards ou l'hygiène des mains. Voilà, donc c'est souvent, au pied levé, et cetera. Donc ce qui veut dire, c'est en amont qu'il faut que ces gens-là soient sensibilisés. Oui, heu, pour connaître bien les pattes de l'intérieur, oui, l'hygiène des mains et notamment avec ses prérequis, on en voit des vertes et des pas mûres, hein, avec des manucures, les bijoux, tout ce qui va bien, et cetera. Par contre, par rapport à la vaccination, il peut y avoir la deuxième voie où il peut y avoir, dans des petits EHPAD, dans des petites communes, des choses, pas les grands groupes, pas les adossés à un établissement sanitaire, des jeunes qui travaillent l'été, quoi, qui sont embauchés l'été, les jeunes du village qui viennent remplacer dans l'EHPAD. Donc là, effectivement. Donc nous, le conseil qu'on dit, et vous dites certainement la même chose, c'est que à partir du moment où ils sont dans la production de soins, il vaut mieux quand même vérifier ça, mais des fois, c'est les missions courtes. Vous avez vraiment parfaitement raison. Quand ils viennent pour un week-end, pour dépanner un week-end, c'est quand même compliqué de vérifier tout ça, quoi. Avec les boîtes d'intérim, je pense qu'on a un peu plus heu, je pense qu'il y a plus de possibilités de faire quelque chose quand même. ça fait c'est vrai que l'ouverture sur la ville, c'est compliqué de toute façon, hein. En ce moment, on essaye de se développer, d'avoir des ne serait-ce que d'avoir des contacts aussi et puis d'avoir accès à des gens qui ne sont pas, Ouais. pas réfractaires, du Mais moins. oui, c'est ça, c'est C'est toute ça, la c'est difficulté. ouais. Et excusez-moi, est-ce que je peux poser juste une question sur la vaccination contre l'hépatite B? Alors, Ouais. en Oui, effet, pour les infirmières, mais du coup, la question me vient au niveau des aides-soignantes, c'est une obligation aussi? Bah, les aides-soignantes, elles ont du soin à partir du moment où il y a une petite partie de soins, c'est des soignants et je crois que, ah oui, 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 si vous voulez, les professionnels de soins de santé, eux, on ne se pose pas la question, c'est vraiment Mhm. archi obligatoire. Mhm. Les aides-soignantes, il y a une petite partie, de leur,
la constitution de leur charte professionnelle, il y a du soin. Ils sont quand même, ils sont à la production de soins. Il y a quand même un risque d'exposition. Après, il y a des établissements qui élargissent cette vaccination même à leurs AMP, ce qui est différent. Les AMP, les aides médico-psychologiques, eux, ils n'ont pas de soins dans leur mission, mais pour autant, ils font les mêmes soins que les aides-soignantes. Oui, tout à fait, hein. Ce qui est le Et cas, ouais, en effet, oui, oui. exactement. Chez nous, hein. C'est c'est pour ça que finalement, c'est la tête de l'établissement qui va définir. Il y a des directeurs qui disent finalement, «J'aime autant, élargir mon exigence à tout le monde». Parce que par exemple, vous pouvez avoir même des éducateurs, hein. Des éducateurs qui peuvent parfois être amenés, voilà, à prendre et tout à fait, hein, par rapport, au risque AES, hein. C'est les éducateurs, spécialisés qui accompagnent à la toilette. En fait, i dans dans un EMS, à partir du moment où on est dans les services de soins, tout le monde peut potentiellement être, à un moment donné, exposé à ce risque-là. Donc il y a d voilà, il y a des directeurs qui vaccinent tout le monde mais le caractère obligatoire, fait qu'il ne peut pas l'imposer à tout le monde. Vous D'accord, voyez? Si merci. un éducateur dans l'absolu, il dit: «Bah, moi je suis un anti-vax, je Mmh. je je Mmh. veux pas», c'est un éducateur, c'est pas alors que dans la réalité, il peut être il fait de la production de soins quand même. Merci. Du coup, on avait à peu près la même question par rapport aux AVS, qui ne sont pas des Bah, c'est aides-soignants, pareil. mais qui font des toilettes. Voilà, quid de la Bah, ouais, vaccination? bah, ouais, Chez qui on a des AES également, beh, mais oui. voilà, malheureusement, Malheureusement. Bah, c'est le législateur qui fera peut-être bouger les choses, hein, parce qu'à partir du moment où on va considérer parce que, encore une fois, il y a la réalité du terrain, parce que nous, on est des gens pragmatiques, on est dans le terrain, on a la main dans le cambouis. Donc pour nous, la toilette, qu'elle soit faite par une AS, par une AMP, par une AVS, par un éducateur ou une aide ado, bah, à un moment donné, l'exposition au risque, elle peut être la même lorsqu'il y a vraiment une exposition au risque, à des virus hématogènes ou à un contact avec des excrétas, possiblement contaminés. Donc c'est la même. Après, ce qui va primer, ce qui va être opposable, c'est ce que dira le législateur, quoi. Si le législateur, à un moment donné, il dit, bah, l'hépatite B, elle est obligatoire pour tout le monde, pour tous ces professionnels de soins qui accompagnent, la dépendance ou le handicap. Mais mais c'est vrai, hein, c'est une vraie question, hein, une vraie question de santé publique. alors, au niveau des questions du chat, eh bien, nous sommes arrivés au bout aussi. Est-ce que est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On Alors a en attendant peut-être, juste d'autres questions, donc le plan d'action, j'ai eu l'occasion de vous le montrer, donc là vous l'avez. Il y a simplement une proposition d'audit système qui est loin d'être exhaustive, bien évidemment, mais que simplement on a essayé de faire des propositions donc d'audit que l'on pourrait mener sur le terrain, voilà, pour aller vérifier, bah, finalement la cohérence, la faisabilité de nos procédures, de nos organisations et puis finalement d'adapter et d'être au plus près, en tout cas de la réalité du terrain en, les scindant avec des questions posées, aux managers, hein, direction encadrement, aux professionnels et puis aussi certaines, aux résidents. Donc ce que vous pouvez, télécharger, donc là vous avez, de quoi écrire, voilà, vous faites vos réponses. Vous pouvez le télécharger en papier et puis, vous remplissez, voilà. Mais ça rentre pas du tout dans le cadre des notes, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, juste, juste pour vous parce que, c'est juste l'idée de dire: «C'est bien aussi de sortir de l'adage, on me demande des procédures donc je les écris». J'écris la procédure, c'est bon, je suis content, mais sur le terrain, ça se passe pas du tout comme ça ou la procédure que j'ai écrite, elle est pas du tout faisable, ou que finalement,
parce que c'est le terrain aussi qui va permettre l'ajustement ou la réévaluation de nos procédures, quoi. Voilà. Donc ça, logiquement, c'est les établissements qui sont bons partout, qui ont tout fait, qui peuvent y aller, mais on peut très bien aussi se dire, bah, du coup, j'en sais rien, moi, tiens, la vaccination. La vaccination, par exemple, ou l'entretien des locaux, j'en sais rien, je crois que ça va pas, c'est archi perfectible, ce que j'ai, c'est pas le top. Bah, du coup, je ne veux pas commencer à écrire, à faire des choses. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire un audit. Je vais faire mon audit sur le terrain et après, je vais colliger ça avec les critères et puis j'écris ma procédure, quoi. C'est une autre façon de travailler, de façon à pouvoir s'adapter à la réalité de terrain et c'est vrai que la Mmh, difficulté, c'est de d'écrire une procédure qui ne pourra pas être mis en place et qui va aller rentrer en conflit avec les professionnels et qui ne exactement, mettront pas en place. Donc soit on part de l'existant et voilà. on évalue ensuite ou alors en faisant le chemin inverse, partant, d'une évaluation de façon d'avoir une procédure adaptée. Voilà, tout à fait, c'est Mmh. c'est ça. C'est pour ça que, voilà, je disais un peu là, c'est vrai, on a eu la prétention de dire c'est global, quoi, c'est une démarche Mmh. globale. C'est tout un ensemble. Fait dans Une le autre DAMRIC ne nous permettrait plus de le modifier. C'est la validation. Ouais, la question, elle est pertinente. En fait, alors vous n'avez pas encore le bouton parce que c'est encore pas développé. Heu, c'est ce que je vous disais. Donc là, pour le moment, tant que vous écrivez dessus, il suffit de retourner sur votre questionnaire et de modifier votre question. Bah, hier, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui avait répondu oui, qui avait répondu non, puis en fait, c'était oui, qui savait plus, qui avait appuyé malencontreusement sur le plan d'action, comme quoi l'action, elle a été validée, réalisée, alors qu'en fait, il l'avait pas encore fait. Il suffit qu'on revienne sur le questionnaire et puis on modifie. Par contre, il y aura la fonction de lorsque l'on a tout terminé et qu'on se dit: «Bah, finalement, tout ce pourquoi je suis concerné, je l'ai fait». J'ai fait le chapitre 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 5, le 4, je suis pas concernée par exemple, voilà, et ben, on va appuyer sur le bouton validation et là tout est figé. C'est-à-dire qu'on a une première démarche d'AMRI qui aurait été validée au 23 novembre 2023 et on ne pourra plus la remodifier. Si on veut rechanger des choses, il faudra refaire un autre DAMRI. Mais ça, c'est encore pas tout de suite parce que bon, on commence à peine, tout le monde commence à peine et puis, heu, voilà. Il va falloir du temps de façon à Oui, pouvoir, s'approprier, l'outil et puis, oui, pouvoir répondre de façon adaptée et puis après pouvoir le figer. Oui, c'est important voilà. de Ah ben pouvoir oui, après nous permet de voir exactement, puis de revenir à l'évolution son aussi. historique. Voilà, Mmh, tout à fait. c'est ça. Et il y aura même avec cette fonction, là, je déflore un peu, l'idée du futur, c'est que voilà, imaginons dans 10 ans, en 10 ans, on aura fait 3 dameries, voire même 4 dameries, on aura peut-être décidé d'en faire un. Du coup, ça nous permettra on aura un tableau de bord, de suivi qui vous permettra de voir finalement l'évolution. Vous étiez là, après vous étiez mieux, il y a eu peut-être une petite chute au troisième, et voilà, et ça vous permet de suivre votre, roue de l'amélioration quoi, roue de la qualité. Ça avait répondu à votre, question au niveau de Ah l'enregistrement? oui. Oui, 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 tout à fait. Et j'en avais une autre sur l'attribution du compte donné par le directeur. Est-ce que du coup, c'est une attribution de compte, ben, si j'ai bien compris, nominative? Ouais. Est-ce Mmh. que en cas de départ de la structure, qu'est-ce qui l'advient de ce compte? Alors, bon, on imagine quand même que c'est jamais via une baguette, magicienne, on fait disparaître le premier directeur et faire arriver le deuxième. Mais bon, si vous voulez, ici, le directeur, il a de manière automatique, de facto, le niveau administrateur. Donc en fait, si on a un changement de directeur, ici, il faudra qu'il vienne, voilà, ici, on modifie. Il vient modifier et puis là, bah, il va modifier, bah, j'en sais rien moi, le numéro de téléphone, le nom, et cetera. Alors j'enlève ça. Donc il va modifier on va modifier les données
du directeur qui va être modifié. Si Donc ça, c'est si c'est le directeur. Donc ce qui veut dire que celui, directeur ou celui qui fera fonction de directeur, il va retrouver la session du directeur. Il aura un autre identifiant, autre mot de passe, mais nous, le DAMRI, il connaît que l'établissement. Il connaît l'établissement, il connaît le directeur qui l'a inscrit. Donc si les coordonnées du directeur changent, il suffit simplement de changer les directeurs, changer le mail, changer le nom, et puis voilà. Après, si par contre, ce sont les utilisateurs qui vont changer. Alors ici, ça va revenir parce qu'on l'avait mis et en fait, les établissements, certains établissements, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire face à chaque utilisateur, on a soit une poubelle, soit un crayon qui peut modifier le niveau. Imaginons, voilà, par exemple, on va dire, attendez. Voilà, oui, je peux pas. Du coup, je vais en créer un. Voilà, imaginons, en fait, c'est ça que j'aurai quand j'aurai le crayon. Je serai déjà écrite, par exemple, c'est moi, voilà, Fatima, mon adresse mail et moi, je suis administrateur, je suis le directeur. Donc, je peux venir ici modifier les choses. Je peux avoir changé de nom. Je me suis mariée, machin. Mais si c'est une autre personne, il clique vraiment sur un autre utilisateur. Si c'est le même utilisateur qui peut avoir changé de mail, donc on peut changer le mail, le directeur, il viendra surtout ici pour lui changer son niveau de… Alors ça peut être utile. Par exemple, imaginons, on se dit, on va faire le chapitre 4, c'est la restauration. Donc, on peut créer, par exemple, le chef cuistot. Et on aimerait que ce soit lui plutôt qui réponde aux questions très techniques du chapitre 4 parce que la restauration, c'est son trip. Donc, on va venir ici, on va créer le chef restaurateur et puis on va lui donner les droits de lecture et d'écriture. Donc, il va remplir son chapitre 4. Donc, une fois que ça c'est fait, il va prendre son temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que le prochain copil d'Amri que l'on va faire, donc il va présenter ce qu'il a fait et que du coup, on n'a plus forcément besoin que finalement le chef cuistot, il ait un accès et des droits d'écriture et de lecture, ne serait-ce que d'écriture, par exemple, dans le chapitre. On peut lui retirer le niveau d'écriture, le laisser qu'en lecture, ou on peut l'éliminer. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Mais on remettra le petit crayon, mais on attend un peu parce que le problème, c'est que ça modifie énormément. Ça a tout chamboulé un peu la base de données de notre informaticienne et du coup, c'est un peu embêtant. Donc là, pour le moment, on peut que ajouter et retirer des utilisateurs. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, si j'ai bien compris, les 7 grands chapitres du DAMRI, c'est ça? Il y en a 7? Il y en a 8. Ah, 8. Alors, il y en a 8 présentations. Alors, il y a le chapitre 1, c'est l'organisation, la politique de PMRI. Le 2, c'est les soins. Le 3, c'est l'environnement. Le 4, c'est la restauration. Le 5, c'est le linge. Le 6, c'est l'entretien des locaux. Le 7, c'est animation, vie sociale. Et le 8, la gestion des épidémies. D'accord, Voilà, merci. c'est ça, oui. Je ne retrouvais plus ma… Il y en a un en plus, en fait, alors tout est maintenant modifié parce qu'il y avait des choses, il n'est pas du tout structuré comme le DARI historique. Mais grosso modo, si on refout tout dans un panier, alors le DARI historique, on avait 359 questions. Avec celui-là, on en a 500. Donc en fait, tout est un petit peu abordé de manière différente, mais les grandes thématiques du risque infectieux, elles y sont. On a rajouté animation et vie sociale parce que souvent on s'aperçoit quand même dans les EHPAD que c'est un bon lieu d'échange de micro-organismes pathogènes à potentiel épidémique et que bon nombre d'épidémies sont sorties de notre maîtrise parce qu'il y a eu une animation ou quelque chose d'organisé. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il y en a un de plus. On perturbe un peu parce que c'est pas 7, on n'a pas le même nombre de chapitres, mais voilà.
Alors peut-être une dernière précision, vous m'avez pas posé déjà, est-ce que ça répond du coup à votre question? Non, vous Oui, juste merci. ouais, Oui. voilà. Juste une dernière question et j'arrête là parce que je me remémore ce qui m'a été posé par ailleurs. Mes confrères, médecins co, trouvaient réducteur, en fait, la question de la prévention de l'antibiorésistance qui se limite juste à: est-ce qu'on a identifié le correspondant, l'infectiologue en antibiothérapie au CRATB? C'est que simplement, aujourd'hui, c'est le CRATB. Donc nous, on est sur la prévention de la transmission croisée, ça c'est sûr. Mais l'antibiothérapie, alors que dans le DARI historique, on avait plusieurs questions. Hein, il y avait quand même l'identification de l'infectiologue référent, du référent en antibiothérapie, les procédures pour les infections les plus courantes, infections urinaires, infections pulmonaires. Là, on a gardé que cette question-là parce que du coup, le reste, ça reste quand même comment le CRATB, quoi, et les EMA et les équipes mobiles en antibiothérapie. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'achemine tout doucement, vers nos 2 heures. Alors, juste, par rapport à ceux qui avaient demandé tout à l'heure, les différents types, les différents chapitres du DAMRI, heu, ils sont, pour ceux qui ont des codes Claroline, donc nous, pour aider justement les EMH, ils sont, sur notre plateforme, Claroline. Autrement, si vous avez d'autres questions ou que vous avez besoin, vous pouvez envoyer un mail. Donc, soit, le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté sur le DAMRI, donc ils ont une adresse Ou mail DAMRI, contact ouais, ou ou DAMRI, vous pouvez les DAMRI contacter. directement. Ouais, DAMRI. Autrement, bah, vous pouvez, à ce moment autrement, ceux qui le souhaitent peuvent envoyer, une question par mail sur la boîte générique du CPIAS Sarah. Soit on a la réponse, à ce moment-là, on pourra vous répondre et puis autrement, on transfère, Vous me la la transférez. réponse, Vous au me la DAMRI. transférez. Voilà. De toute façon, ce webinaire a été enregistré, il sera mis en replay pour ceux qui le souhaitent. Et je vais essayer de rajouter, les différentes questions qui ont été posées pour faire une sorte de foire aux questions un petit peu, générale pour aider ceux qui en ont l'utilité. Donc voilà, pour, cette première session de webinaire. Donc merci à tous de votre participation. Merci encore, docteur Berjami, pour votre présentation et vos réponses. Merci à Donc vous, hein, aussi. voilà, et puis Et à vos n'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin, à revenir vers nous en cas de nécessité. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci beaucoup, merci à vous et puis pour les Merci à vous. échanges, très enrichissants. Merci. Merci. Bonne Au journée à revoir. tous. Au Merci. revoir. Merci Au revoir. beaucoup et Au bonne revoir. journée. Merci. Merci, au revoir.